Bonjour, bienvenue pour le CM, donc le cours magistral numéro 5 de l'IFAP4, une UE de deuxième année. Ouais, voilà, ça va être mieux. C'est une UE qui est un peu coincée entre la partie gestion de code et la partie introduction aux bibliothèques pour faire une interface ou une interface homme-machine, donc avec des boutons, des fenêtres, etc. Il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait vues encore dans le cours de gestion de code, toute la partie test des bugs et inspection de la mémoire, donc qui se termine ici. Et puis il y a des choses qui sont absolument indispensables autour de la programmation que vous n'avez pas encore vues en l'IFAP3 et qui sont nécessaires pour vous présenter la plupart des librairies d'interface on-machine et de graphic user interface, dans lequel on va avoir besoin de notions un petit peu avancées de C++, avec des choses comme l'héritage, les templates, les opérateurs, etc. Donc c'est un petit peu un cours où il y a pas mal de choses différentes. Bon, c'est bien, ça fera quelque chose de varié, mais on va attaquer alors avec la partie un petit peu vérification de tests de code et tests de non-régression. Alors si on regarde, si on reprend les schémas de conception, c'est que en général, vous tournez dans une boucle dans laquelle vous faites un plan sur ce qu'il faut faire, le design, le développement, donc ça veut dire l'écriture réellement du code, des petits tests, et puis on boucle là-dedans. Sauf que de temps en temps, vous envoyez votre projet à une grosse session de bug fix, donc une grosse session de réalisation de correction de bugs. Souvent, c'est plutôt quand vous avez envoyé votre produit chez le client, mais c'est quelque chose qui est indispensable à faire, parce que des bugs, vous allez en avoir plein. Je ne parle pas des bugs de compilation, hein, je parle vraiment des bugs de le programme ne fait pas ce qu'il devrait faire, ou peut-être qu'il fait ce qu'il devrait faire 80% du temps ou 90% du temps, mais il y a 5% du temps, il fait une bêtise. Et il faut trouver quand, pourquoi, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres bugs qu'on n'aurait pas repérés. Alors, un des outils qui est quasiment indispensable à faire tourner, c'est Valgrind. Le seul souci de Valgrind, c'est qu'il ne tourne que sous Linux. Il n'est pas disponible sous Windows, il n'est pas disponible non plus sous macOS. Alors c'est un petit peu un défaut de la gestion de mémoire du C++. Pourtant, on sait que le C++ a un de ses points faibles, c'est le manque de robustesse à la mauvaise gestion de mémoire que peuvent avoir les développeurs. Valgrind aide vraiment, 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 vraiment pour ça. Alors il y a d'autres outils, hein. Là je le présente comme un outil de vérification de mémoire. Valgrind c'est aussi un profiler, donc il va vous faire un graphe d'appel pour essayer de vérifier dans quels endroits vous passez le plus de temps dans votre programme, ce qui peut être très pratique si vous avez besoin d'optimiser un morceau. Euh, Par contre le truc indispensable c'est plutôt quand même déjà la vérification mémoire. Alors le profiler, où il vous donne un graphe d'appel, il vous donne aussi ce qui se passe dans le cache de vos processeurs, le saut. Si vous avez besoin d'optimiser votre mémoire parce que vous consommez trop, il y a Valgrind peut aussi vous donner des infos. Et puis la détection d'erreurs quand vous allez faire de la programmation parallèle avec les threads, ça peut vous permettre de débugger certaines choses. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je le redis, c'est outils de vérification mémoire. Parce que quand on écrit des progs en C++, alors d'habitude c'est plutôt un CM interactif où je présente des morceaux de code et puis on essaye de comprendre avec les étudiants ce qui va se passer. Bon, aujourd'hui, je vais le faire interactif, mais un peu tout seul. Alors, j'ai des bouts de code, des bouts de code, des bouts de code, des bouts de code qui sont par là. J'espère qu'ils seront visibles sur la vidéo. On peut peut-être zoomer un peu. Alors, pourquoi ça zoome pas? C'est pas grave, j'espère que ce sera visible sur la vidéo. Euh, ah, je pensais pas avoir besoin de chercher pendant la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour changer la police et zoomer? Bon, c'est pas grave, on va le faire tourner comme ça. Donc, ce bout de code-là, vous avez l'algo principal. L'algo principal appelle la fonction f1. Bon, rien d'incroyable. La fonction f1 fait une allocation dynamique de 10 entiers dans le tas. Donc, ils ne sont pas sur la pile, ils sont réellement dans le tas. Il se passe des choses, peut-être qu'on décommentera tout à l'heure, peu importe. Pour l'instant, on fait un x crochet 10 égale 614. La procédure se termine. On retourne du coup là, on affiche fin. On peut essayer de compiler ce truc-là. Alors je compile sous un équivalent Linux, mais ça compilerait de la même manière avec Visual Studio. Le programme c'est main. Je ne mets même pas de fichier de sortie.
Je lance à point haute pour voir ce qui s'est passé. Plantage. Alors c'est Malloc qui nous parle d'un plantage, qui nous dit qu'on a une insertion, qu'on a un problème, que la taille, que la taille, probablement on a dépassé la taille. Alors c'est un peu barbare, hein, le message d'erreur. Mais globalement, on a un problème à cet endroit-là. Enfin, on ne sait pas, mais moi je vous le dis, on a un problème à cet endroit-là. C'est au moment où on fait x crochet 10 égale 614, ça ne marche pas. Parce que ici on a alloué un tableau avec 10 entiers, et ce tableau-là est donc numéroté de 0 à 9, et quand on accède à la case numéro 10, ça coince. Alors ça, vous pouviez vous en douter, vous l'avez certainement déjà eu plein de fois en IFAP3, il y a un cordum qui a été lancé, vous pouvez avoir un debugger qui va vous donner des infos là-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en général, quand vous allouez de la mémoire, vous n'êtes pas tout seul à allouer de la mémoire. Puis souvent, l'allocation de la mémoire, elle est faite plein de fois au début dans les fonctions init ou dans les constructeurs. Et puis ensuite, la mémoire est allouée, et après, on y va, on tripatouille ce qu'il y a dedans. Alors maintenant, imaginez, vous avez deux fonctions qui allouent de la mémoire, un pointeur X, un pointeur Y, enfin un tableau X, un tableau Y, tous les deux de 10 entiers, et on fait X crochet 10. Toujours comme tout à l'heure, hein, donc ça devrait planter de la même manière, puisque c'est toujours pas juste. X crochet 10, mon tableau va de 0 à 9, j'accède à la case numéro 10, sauf que là, ma mémoire est organisée un peu différemment. Je recompile, je lance. Ah, incroyable, ça se passe bien. Enfin, bien. Il n'y a pas de core dump, en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pire que ça, si j'essaye d'afficher la case numéro 10 du tableau dans lequel j'ai rangé 614, je compile, je le lance, ça affiche 614 et ça termine. Pourtant, mon programme n'est absolument pas juste. J'ai réservé 10 entiers, j'accède au 11e, où je fais n'importe quoi, je déborde du tableau, et ça se passe bien. Il se trouve que ça se passe bien parce que comme ma mémoire a été allouée aussi pour Y, il fait que vous ne sortez pas de la zone que le système d'exploitation vous a donnée, et donc il n'y a aucune raison que le système d'exploitation s'arrête. Vous n'accédez pas à la bonne variable, pas au bon tableau, mais ça, c'est pas le problème du système d'exploitation. Le problème du système d'exploitation, c'est qu'il vous arrête avec le core dump qu'on a vu tout à l'heure, là, seulement quand vous sortez de l'espace d'adressage du processus. Et là, comme il y a plein d'autres gens qui ont fait de l'allocation dynamique, vous ne sortez pas de l'espace d'adressage du processus et ça plante. Alors vous allez me dire, bah, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là? C'est impossible à trouver. Alors c'est là qu'intervient Valgrind. Je prends Valgrind, je le lance. Donc je tape Valgrind, ça va me lancer Valgrind. Je lui donne comme argument l'exécutable, donc pas le code source, hein, je lui donne l'exécutable qui a déjà été compilé. Ah oui, alors peut-être que je pourrais le compiler en rajoutant un "-g" pour avoir les informations de debug. Je lance Valgrind là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tourner le programme, et chaque fois qu'il y a une instruction qui accède à la mémoire, Valgrind va aller vérifier si c'est correct ou pas correct. Et alors là, bon alors, les messages de Valgrind sont des fois un petit peu barbares, mais ici on voit là, écriture invalide, invalid write de taille 4. Dans la fonction F1 du fichier main.cpp à la ligne 11. Alors main.cpp à la ligne 11, ah bah oui, c'est ici, c'est exactement à cet endroit-là où je fais une bêtise et où je déborde du tableau. Il nous dit que, bon, c'est 4 octets, 4 octets c'est la taille d'un entier. À la limite, peu importe la taille, le nombre d'octets qui sont pas bons, mais en tout cas, là, ça s'est carrément, carrément mal passé. Et là, une lecture invalide de taille 4 dans le fichier main.cpp à la ligne 13. Alors la ligne 13, c'est quoi? Bah, c'est l'endroit où je fais le cout de ma variable qui, elle, vaut n'importe quoi. Donc là, Valgrind, vous avez vraiment un outil qui vous donne ces infos-là. À la fin, il nous donne encore une deuxième information. Donc à la fin, il nous fait un bilan total, mais juste avant la fin, il nous donne encore une information. Il nous dit que il y a des liens mémoire qui sont définitivement perdus. 80 octets dans deux blocs. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond aux yeux new que j'ai fait ici. J'ai pas fait de delete. Donc si je voulais vraiment ici la corriger ce programme, il faudrait ici que je n'accède pas à la case 10 du tableau, donc que je m'arrête par exemple à la case numéro 9. Et il faudrait aussi surtout que à la fin, je rajoute un delete de X et un delete de Y. Alors tiens, on peut peut-être mettre ça et ça en commentaire. On va recompiler. Quand même vous montrer un Valgrind qui ne fait pas d'erreur. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur au milieu. Oh, mis à part ça, je ne sais pas ce que c'est que cette erreur qui reste.
Par contre, on n'a pas perdu d'allocation mémoire. Et ça tourne. Donc là, on a une première vérification ici. Quand je déborde du tableau, j'ai Valgrind qui va faire cette vérif. La deuxième vérification que fait Valgrind à la fin, c'est qu'il va vérifier que je n'ai pas débordé complètement du tableau. Ah oui, alors j'ai un deuxième exemple. Attendez, avant qu'on revienne au cours. On va revenir à la version qui ne marche pas. Comme ça, c'est celle que vous aurez dans le guide. Dans le guide général de l'IFAP4. On n'appelle plus F1, on appelle F2. Qu'est-ce que fait F2? Pareil que tout à l'heure, je fais une allocation dynamique de 10 octets. Je range de... On va le faire comme ça. Je fais une boucle qui va de 0 à 10, donc elle est juste. Je range dans la case I le chiffre numéro I, et j'ai une boucle qui va de 0 à 10 et qui affiche le contenu du tableau. Alors allons-y. Si je recompile mon programme, que je le lance, j'ai bien ce que je vous avais dit, c'est-à-dire les cases de 0 à 9 qui sont remplies avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis ça affiche fin. Tiens, on va voir Valgrind là. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce qui fait toujours l'erreur au milieu. Oh oui, une espèce d'erreur là à propos d'un PTRISOR. Bon, ça vient peut-être de mon install de Valgrind sous Windows là, qui est un peu. Enfin, pas sous Windows, sous WSL. On va tester sur un vrai Linux. Bon, enfin, c'est un vrai Linux WSL, donc oui. À regarder, je regarderai. Donc là, ça se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'efface la mémoire? Donc en faisant un delete de P. Faisons un delete de P, il ne faut pas s'attendre à ce que le système ou je ne sais pas qui, ou un petit ange gardien ou quelqu'un vienne modifier les valeurs dans la mémoire. Quand vous faites un delete de P, ça indique juste à la grande table d'allocation que cette zone mémoire-là devient libre. Mais c'est pas parce qu'elle devient libre que je n'ai pas le droit d'écrire dedans, ou que je n'ai pas le droit de lire dedans. Donc là, on peut aller essayer de compiler ce truc-là. J'ai fait un delete au milieu, je relance mon programme, on va le lancer sans Valgrind. Alors, il y a quand même plein d'endroits où je récupère les bonnes valeurs, puis il y a deux endroits bizarres où bah, j'ai récupéré n'importe quoi. Ok, quand je vais lire les cases à cet endroit-là, ça va faire n'importe quoi, mais il y a plein d'autres endroits où je vais continuer d'avoir les bons chiffres et où mon truc va pouvoir continuer de tourner. Donc c'est pas parce que vous avez libéré un pointeur que vous ne pouvez plus continuer d'accéder à cette mémoire-là. Et il y a plein de bugs qui peuvent arriver à cause de ça. Vous libérez un pointeur, mais puis il y a quelqu'un d'autre dans une autre fonction, dans une autre classe, qui continue de croire que vous ne l'avez pas libéré, qui continue d'accéder à ces trucs-là. Alors normalement, si je lance maintenant ça avec Valgrind, lui, il va aller inspecter ces trucs-là et il va nous refaire un invalid read de taille 4 dans main.cpp à la ligne 25. Main.cpp à la ligne 25, c'est ici, c'est au moment où on fait le cout. Alors on ne sait pas quel est le numéro de la case, on sait juste que c'est dans cette boucle-là. Ça donne quand même déjà une information incroyable de savoir ce qui s'est passé. Ici, il ne nous parle pas de perte mémoire à la fin, parce que j'ai bien fait le delete. Le problème, c'est que le delete, il aurait probablement fallu que je le fasse ici, c'est-à-dire après l'affichage. Mais dans votre programme, des fois, tout ça, c'est noyé dans plein de fonctions différentes et dans des centaines de lignes de code. Des fois, c'est compliqué de se rendre compte que on n'aurait pas dû libérer la mémoire là, mais après. Voilà, si je libère la mémoire après, j'ai plus mes erreurs et j'ai pas de perte mémoire. Allez, je vous le remets comme avant. Voilà. Donc à retenir que la gestion de la mémoire, c'est quelque chose de compliqué. D'ailleurs, on peut presque même dire que historiquement, Java c'est basé sur cette espèce de difficulté qu'a le C++ à faire que les développeurs ne fassent pas de bugs. C'est que le Java s'est dit, ah bah tiens, les développeurs sont très mauvais à faire des programmes propres en gestion de mémoire, donc on va l'aider, on va remplacer ça, on va essayer de faire des choses pour lui avec un garbage collector, avec plein de choses. Et on perd un petit peu en performance, mais c'est les langages un peu plus modernes que le C++ sont nés par-dessus ça. Ça ne veut pas dire que le C++ est un mauvais langage, ça veut juste dire qu'il faut savoir comment il fonctionne et ça veut juste dire qu'il faut faire attention quand vous faites vos développements. Et savoir exactement ce qui s'y passe, puis utiliser les bons outils. Et Valgrind, c'est l'outil incroyablement indispensable. Alors je sais que vous avez commencé déjà à l'utiliser pour le développement du module image, un peu avant ce cours-là, mais continuez de l'utiliser. Et si vous êtes sous Windows, installez WSL comme ici. Si vous êtes sous Mac, il faut que vous installiez une machine virtuelle. Ça, c'est le seul souci de Valgrind.
Alors bon, voilà, ça, c'est le déroulement de l'exemple. Ah oui, alors vous pouvez lui mettre des options, hein, mais si vous le mettez pas cette option, elle doit être cochée par défaut. Ah, si vous mettez cette option, il va vous donner un peu plus d'infos sur les pertes mémoire. Mais le truc important, c'est aussi de compiler avec "-g" pour que ici vous ayez les numéros de ligne. Parce que s'il y a rien de pire que Valgrind qui vous dit ah bah ça a planté à la ligne, puis deux points d'interrogation et vous savez pas où. Donc au moins avec le "-g", Valgrind peut récupérer les numéros de ligne et va vous donner ces infos-là. Donc ça, c'était mon deuxième exemple qu'on vient de faire tourner. Ah oui, il y avait une autre version. Alors on refait un new par-dessus et on réaffiche. Ah bah oui, tiens, on pourrait réessayer. Juste, c'était rigolo. Je fais bien le delete ici, donc je libère la mémoire. Je refais un new d'un autre truc Y, mais que je ne vais pas utiliser. Bon, ça devrait donner plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Non, j'ai toujours ma case 2 et 3 qui ne sont qui ont été remplacés par autre chose, probablement par un pointeur ou par je ne sais pas quoi, mais il y a quand même pas mal de cases qui sont encore valides. Non, on n'a pas besoin de ça, on va laisser ça comme ça, mais ouais. Donc les comportements, même, sont difficilement prédictibles quand vous ne respectez pas les choses. Par contre, Valgrind, lui, il va vous vérifier tous les comportements, il va vous sortir toutes les erreurs. Alors des fois, il va vous en sortir des lignes et des lignes, ben, il va falloir toutes les corriger en commençant par la première, comme vous corrigez les erreurs de compilation. Alors beaucoup de choses à expérimenter avec Valgrind en TD et en TP, notamment sur les aspects tests de performance. Donc là, on a vu l'aspect test de mémoire, mais vous pouvez aussi lancer Valgrind dans un mode différent, où il ne va pas tester la mémoire, où il va chronométrer chacune des fonctions et compter le nombre de fois dans lequel vous passez dans chacune des fonctions. Vous regarderez ça, il y a une partie du TD qui parle de ça aussi, vous manipulerez avec ces choses-là. Alors attention aussi avec Valgrind et les librairies externes, type globalement SDL, parce que c'est une librairie qu'on va vous montrer la semaine prochaine. Si la librairie fait des choses bizarres dans sa manière de gérer la mémoire, alors des fois c'est pas toujours des erreurs, c'est plus des manières un peu non standards, c'est des allocations très grandes et puis ensuite à l'intérieur de ces allocations des sous-allocations, etc. Valgrind peut être un peu perdu et faire des erreurs, ce qui va être le cas avec SDL. Donc quand vous allez débugger votre programme, votre projet avec Valgrind, il faudra séparer les erreurs qui viennent de SDL des erreurs qui viennent réellement de votre programme. Les messages d'erreur peuvent être longs aussi, puisqu'à chaque fois, il vous affiche la pile, etc. Là, on voit qu'il est assez bavard, hein, il raconte pas mal de trucs. Vous avez la pile d'appels avec à chaque fois des pointeurs sur où est-ce qu'il rangeait le code. Il faut faire avec. Le truc à retenir, c'est à repérer à chaque fois les invalides, et puis à repérer la pile des appels avec les numéros de ligne qui coincent. Donc quand vous repérez un invalide, c'est qu'il y a un souci, et quand vous repérez les numéros de ligne, vous allez voir ce qui se passe. Il ne va pas vous en dire plus, c'est à vous après de vous débrouiller avec ces infos-là. Donc s'habituer au message d'erreur de Valgrind, c'est ce que je venais de vous dire. Deuxième aspect dont vous avez déjà entendu parler dans le module image parce qu'on vous le demande, ce sont les tests de régression ou plutôt les tests de non-régression. Donc c'est des tests, en gros, chaque fois que vous rajoutez du développement dans votre programme, il se peut que vous ayez rajouté des bugs. Donc il y a des choses qui fonctionnaient très bien avant et qui ne fonctionnent plus pour être sûr que ceci n'arrive pas. Donc, c'est pour être sûr que vous ne retournez pas en arrière. Une régression, c'est quand votre projet, au lieu d'avoir plus de fonctionnalités, tout d'un coup se retrouve en avoir moins parce que vous avez un bug. Donc, on voudrait faire des tests qui vont empêcher cette régression. Et ça, ce serait bien d'avoir une série de tests qu'on puisse relancer en disant, bah voilà, toutes mes fonctions, toutes mes procédures que j'ai écrites, elles marchaient, elles continuent de marcher, puis éventuellement de garder un historique des tests en disant tel jour ça marchait, tel jour ça marchait, tel jour ça marchait. Et puis avec Git, vous pouvez revenir à une version antérieure de votre code et dire ah, bah, ce jour-là, j'ai relancé tous mes tests de régression et c'est ce jour-là, ça s'est mis à coincer. Et ça va vous aider à détecter, ah bah tiens, c'est à ce moment-là que j'ai modifié les choses dans mon code et qu'il faut que je les corrige. Donc, et ça, des fois même, vous corrigez un bug et puis ça va en rajouter finalement un autre parce que vous aviez une troisième fonctionnalité qui finalement marchait parce qu'elle s'appuyait sur un bug qui existait et ça va entraîner un autre bug qui va arriver en cascade, etc. Et souvent, c'est l'enfer quand on commence à corriger les bugs, mais il faut quand même le faire, hein. Donc les tests de non-régression, ça veut dire que dans chaque module, ou plutôt chaque classe, vous allez ajouter une fonction qui s'appelle test régression. Alors ici, on a mis mode devant c'est plutôt le nom de la classe 4 points test régression qui va vérifier
tout ce ce que sont censés faire les fonctions et les procédures, et aller vérifier bêtement, est-ce que j'ai bien un entier qui est positif à cet endroit-là parce que je l'avais promis dans ma fonction, est-ce que j'ai bien rempli mon tableau avec tous les nombres premiers parce que j'avais promis que ma fonction elle remplirait mon tableau avec tous les nombres premiers. Euh, il y a des outils, il y a des librairies qui sont très connus et très faciles d'utilisation qui vous permettent de faire ce genre de test. Nous, pour l'instant, l'IFAP4, parce que c'est un peu nouveau pour vous, on vous demande juste d'utiliser une commande qui s'appelle assert. Donc assert, c'est une commande, vous mettez entre parenthèses le test qui doit être vérifié. Si ce test est correctement vérifié, il ne se passe rien et on continue. Si ce test n'est pas vérifié, assert va sortir et votre programme va s'arrêter. Donc la fonction test de régression, ce sera une fonction qui sera longue parce que vous allez faire de nombreux tests. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est que ce soit un cerveau différent qui teste la classe. Globalement, quand vous partagez le travail, il y en a un qui va écrire la classe A et c'est le développeur de la classe B qui va faire tous les tests de régression de la classe A. Et inversement, c'est le développeur de la classe A qui va faire tous les tests de régression de la classe B. Ça, ça c'est pour éviter que quand vous êtes en train d'écrire du code, vous pensez à un certain nombre de choses. Toutes ces choses-là, normalement, elles vont à peu près marcher parce que vous allez les tester. Vous allez lancer le programme et vous allez tester ça. Mais il y a plein d'autres choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui doivent être absolument testées dans une fonction de test de régression. Mais comme vous n'y avez pas pensé déjà au moment où vous faites le développement, il y a peu de chances que vous y pensiez au moment où vous faites les tests. C'est pour ça que c'est pas mal si c'est un autre cerveau, une autre personne qui vienne faire ces tests pour aller vérifier les choses. Le schéma typique le plus classique, c'est que vous écrivez un programme qui est censé faire quelque chose, vous le donnez à votre camarade, vous lui dites, eh, regarde, j'ai fait un programme super, vas-y, essaye-le. Il va l'essayer, en moins de 3 minutes, il va vous le faire cracher parce qu'il va essayer des choses auxquelles vous n'avez pas pensé en disant, ah, mais tu fais ça, mais moi, j'avais pas prévu ça, ça va, évidemment, ça plante. Donc, ça veut dire que vous allez créer également un nouvel exécutable. Donc, il y aura l'exécutable principal qui sera celui qui fournit l'application totale, et vous allez avoir un deuxième exécutable qui sera celui qui lance tous les tests. Dans un monde idéal, tous les tests, il faudrait les enregistrer leurs résultats dans un fichier de log pour qu'on ait une trace de tout ça, et éventuellement même recevoir par mail chaque matin que toute la batterie de tests qui a tourné pendant la nuit et recevoir ce qui s'est passé. C'est des choses qui peuvent être faites avec les forges, par exemple, c'est des systèmes d'intégration continue, mais ça sort largement du cadre de l'IFAP4, c'est des choses que vous verrez dans le cours de génie logiciel en M1. Je pense pas qu'on vous en parle trop avant, mais bon, au moins en M1. Donc, alors, par exemple, vous écrivez une classe nombre complexe, il va falloir écrire votre fonction test de régression. Alors, dans un nombre complexe, il n'y a pas forcément des tonnes de choses à tester, mais quand même, ça peut valoir le coup. Table dynamique, on va regarder un petit peu, liste chaînaire, binaire de recherche. Quelle que soit la classe que vous écrivez, vous allez avoir à faire une fonction de test de régression. Alors peut-être on va regarder, c'est plus sur le format d'un exo là. Nombre complexe, on va passer vite. On va peut-être juste regarder tableau dynamique. Donc voilà, juste pour vous donner la syntaxe, vous écrivez votre classe nombre complexe, vous avez un constructeur, vous avez des données, vous avez toute une série de fonctions et de procédures, et vous avez quelque part une fonction et une procédure particulière qui s'appelle test de régression et qui va tester tout ce qui s'y passe. La même chose sur le tableau dynamique. Alors, bon, sur les nombres complexes, il n'y a pas forcément des tonnes de choses à tester, hein. Aussi, peut-être aller vérifier que la partie imaginaire est bien nulle quand on rentre simplement un réel, etc. C'est quelque chose-là. Comme il n'y a pas d'allocation dynamique dans les nombres complexes, la fonction de test de régression ne sera pas forcément très très longue. Par contre, dans le cas du tableau dynamique, donc votre tableau dynamique, oh, alors c'est un struct, il manque le, ouais, ça aurait été plus joli d'écrire le mot clé classe ici là-haut. Je ne sais pas si je peux le faire en direct, ça, si, allez, allons-y, ça évitera que j'oublie. Voilà, classe, vous avez votre pointeur, la taille utilisée, la taille allouée, le constructeur, ajouter un élément, récupérer le IM élément en constant, récupérer le IM élément sans la constante, récupérer la taille du tableau dynamique, supprimer un élément, trouver un élément, trier le tableau dynamique et le destructeur. Et une nouvelle fonction qui s'appelle test de régression qui va tester toutes les autres. Alors la fonction par exemple test de régression sur le tableau dynamique, elle va soit travailler sur le tableau dynamique courant, ce qui est possible. Je sais que vous avez commencé déjà à avoir pas mal de questions sur le module image à ce sujet-là. Moi je trouve que c'est plus simple de travailler sur une nouvelle variable en local, un tableau dynamique TD qui est déclaré en local, qui on va pouvoir supprimer, qui va disparaître à la fin de cette procédure test de régression. Un élément,
Par exemple, on déclare un tableau dynamique pour vérifier que le constructeur a bien fait son boulot. On va aller vérifier que la taille utilisée vaut zéro. Donc, quand mon tableau dynamique est vide et que personne n'a fait ajouter, normalement la taille utilisée vaut zéro. On va aussi aller vérifier que la fonction taille qui est censée renvoyer la taille renvoie bien la taille utilisée. Alors, ce test-là, il est pas forcément suffisant pour que ça se soit bien passé, mais il est nécessaire. On peut aussi aller vérifier que mon pointeur pointe sur nul quand j'ai zéro élément alloué. Ça veut dire que personne n'a fait un new et qu'il va falloir que je fasse gaffe avec ce qui se passe derrière. On aurait pu faire des choix différents, mais c'est ce choix-là qui est fait ici. Je rajoute un nouvel élément au tableau dynamique. La fonction assert va aller vérifier que la taille de mon tableau, donc la taille utilisée qui est renvoyée par la fonction taille, est bien égale à 1. On va aller vérifier que dans la case 0 du tableau, c'est bien l'élément E qui a été rangé. On va vérifier que la fonction guessConst qui renvoie le zérotième et donc le premier élément du tableau, celui de la case 0, est bien E. On va aussi vérifier que la même fonction, mais qui ne travaille pas sur des constantes, renvoie 0. On va réaccéder au tableau. Voilà, donc on fait plusieurs vérifications dans ce genre-là. Ce qui est important aussi sur le tableau dynamique, c'est d'aller faire des tests. Donc ici, on a inséré un élément, on a vérifié que les choses se passaient bien, que l'élément était bien inséré à la case 0. C'est pas mal. Par contre, pour moi, si vous ne testez pas un tableau dynamique sans faire de boucle, sans tester avec au moins 50, 100, 100 000, 1 million d'éléments insérés dans le tableau dynamique, c'est que vous n'avez pas poussé vos tests à fond. Et alors, il manque des choses et c'est quasiment indispensable de les faire avec des boucles. Déjà, il faudrait au moins que vous arriviez à un moment dans la fonction d'agrandissement de votre tableau dynamique pour être sûr que à cet endroit-là, ça va bien se passer. Parce que c'est l'endroit le plus sensible de l'ajout dans un tableau dynamique, c'est l'agrandissement. Est-ce que ça va coincer ou est-ce que j'ai un bug là-dedans? Donc ça, c'est le truc qu'il faut absolument tester sur le tableau dynamique. Il faudrait aussi tester si les fonctions existent dans l'addition pas, mais de sauvegarde dans un fichier et de rechargement pour aller vérifier que tout se passe bien et que ce qu'on a sauvegardé, c'est bien la même chose que ce qu'on recharge, etc. L'algo principal qui va lancer tous les tests, va ressembler à ça. Je vais déclarer un tableau dynamique et je vais appeler td.test de régression. Puis à la ligne en dessous, je vais déclarer un nombre complexe et je vais appeler nombre complexe.test de régression. Puis je vais déclarer une liste chaînée, je vais appeler ma liste chaînée.test de régression. Et en fait, cet algo principal-là va tester tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le jour où j'ai un souci, je relance ces tests et je regarde ce qui se passe. Dans le cadre de votre projet, dans le cadre du module image, vous êtes en train de le faire, mais dans le cadre de votre projet, ce qui arrive des fois, c'est que vous écrivez vos fonctions de test tout à la fin juste pour faire plaisir au prof. C'est pas mal, mais c'est un peu dommage. Je pense qu'il faudrait que vous écriviez vos fonctions de test au fur et à mesure pour pouvoir en profiter, parce que ça permet aussi. Souvent, vous allez voir, c'est même pas tellement de le relancer, c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui teste tout de suite ce que vous avez écrit et qui va vous trouver des dizaines et des dizaines de bugs ou des dizaines de choses à changer qui font que ça ne marchera pas et ça rendra votre programme bien plus robuste. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une démo de l'IFAP4 en mai dans lequel le programme crash quand vous le dites au prof ah ben vous voulez pas essayer notre super jeu, le prof arrive, il clique sur trois trucs et pouf, ça explose. Alors, c'est moche pour l'IFA P4, c'est moche aussi pour votre futur métier de développeur, où normalement, on ne doit pas avoir un programme qui crache. Je ne monte pas dans un avion si les gens n'ont pas fait les tests. Alors, un petit retour juste sur le module image à propos de ces choses-là. Il faut quand même. Donc, ça, c'est plus des révisions un peu de l'IFA P3. Je l'ai rajouté juste parce que j'ai eu pas mal de questions sur Discord autour de tout ça. Je vous rappelle que vous avez la pile, le tas. Tiens, ben, des bêtises, image créée. Attendez. Ah bah, je corrige le cours au fur et à mesure. C'est parfait. Les accesseurs et les mutateurs. Il y a souvent ces questions-là. Moi, je pense que c'est pas forcément la peine d'avoir des accesseurs et des mutateurs partout. Alors là, dans le cadre du module image, on vous oblige à en avoir. Et avec des versions où vous allez renvoyer l'original et pas une copie. Donc le bon truc, c'est de renvoyer une référence. Ce n'est pas de renvoyer un pointeur ni de renvoyer une copie. Donc si vous renvoyez juste pixel, ça va vous renvoyer une copie du pixel. Si vous renvoyez un pixel étoile, c'est pas très pratique parce que vous avez un pointeur. Globalement, il faut garder les pointeurs que pour l'allocation dynamique. Le reste du temps, on utilise les références. Donc si on veut avoir accès à l'original, au pixel original, mais qu'on ne veut pas une copie, c'est la référence qu'il faut renvoyer. Donc là, c'était plus pour faire un retour sur la partie conception. Il faut que vous raisonniez plutôt en action de haut niveau, plutôt que de mettre des sets et des get partout.
C'est que si vous avez dans votre conception des variables qui sont privées, c'est qu'elles ont une bonne raison d'être privées. Si vous mettez un set pour pouvoir la changer à tour de bras, bah, ça sert à rien de la mettre privée. Ça veut dire que n'importe qui peut faire set et puis la variable sera changée. Alors par exemple, pour le raisonnement, dans la classe pixel, elle pourrait être éventuellement publique, mais sinon la plupart du temps, toutes vos données devraient être privées avec des actions qui offrent des moyens de travailler sur vos données. La pixel, le contenu d'un pixel est tellement simple que dans ce cas particulier-là, peut-être que RG et B pourraient être publics. Il se trouve qu'on vous force à le faire privé, c'est pour vous obliger à ce que les données soient quasiment toujours privées. Vous voyez que dans la classe image, on ne donne pas accès avec un set et un get au pointeur, par exemple, au tableau. Le tableau, c'est un tableau à une dimension. Moi, quand je suis utilisateur d'une image, j'aimerais bien pouvoir y accéder à deux dimensions. Donc, j'aimerais pouvoir appeler resize en lui passant la nouvelle dimension en X, la nouvelle dimension en Y. Je m'en fiche un petit peu de savoir à l'intérieur que vous avez alloué ça avec un tableau dynamique, avec un vecteur, avec un je ne sais pas quoi d'autre. C'est le problème du développeur de image, c'est pas le problème de la personne qui utilise l'image. Donc il faut aussi absolument que setPix, getPix fasse les vérifications qui conviennent, ça veut dire fasse les asserts, fasse toute une série d'asserts indispensables pour que votre programme tourne. Alors on a un petit script qui essaye de vous noter, qui essaye de détecter, surtout qui essaye de détecter toutes les erreurs que vous pouvez faire ou tous les oublis que vous pouvez avoir. Faites-le tourner assez vite, n'attendez pas forcément la fin. Petite manip la notion de mémoire. Donc, toutes les variables que vous déclarez dans une fonction ou dans une procédure ou dans l'algo principal sont empilées. Ça veut dire qu'au moment où vous arrivez dans la collade ouvrante, vous avez les éléments qui se sont mis sur la pile. Au moment où vous arrivez dans la collade fermante, elles sont dépilées. Si vous avez besoin de zones mémoire qui ont une taille variable ou qui ont une durée de vie plus longue que la durée de vie de votre fonction ou de votre procédure, il faut les allouer dans le tas avec un new. Ici, ce qui nous intéresse dans le cadre du module image, c'est qu'on a un tableau à une dimension, donc ce truc-là, mais qui correspond à une image à deux dimensions. Donc là, par exemple, les champs de mon image, c'est une image qui fait 3 de large, 2 de haut, ça veut dire qu'une image qui va faire 3 fois 2. Mon image qui fait 3 fois 2, en fait, je la vois, ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne. Mais dans la mémoire, elles sont allouées de manière contiguë avec un tableau à une dimension. Donc ici, autre petit détail, c'est que je peux déclarer la petite partie qui stocke l'image. Donc une image, c'est quoi? C'est une dimension en X, une dimension en Y, et puis un pointeur vers des pixels. Le pointeur vers des pixels, on a dit que c'est ce gros tableau à une dimension. Lui, il vit sa vie à une dimension. Dans chacune des cases, on a un pixel avec rouge, vert, bleu. Et c'est les fonctions, les set et les get qui vont faire les conversions entre le X et le Y de l'utilisateur de la classe image vers la bonne case mémoire de mon tableau. Donc ici, quand je fais un set pixel de 1,0, c'est le set pixel qui va utiliser le 1,0 pour aller trouver que ce pixel-là, c'est celui-là. Tout petit détail, c'est que ça sert à rien de faire un new. Alors on peut le faire, le langage l'autorise, mais il y a plein de cas où ça sert pas forcément à grand chose de faire un new image, donc de la petite quantité de données qui est là. En gros, ça a du sens de faire un new du tableau de pixels parce que ça c'est quelque chose de variable et c'est quelque chose de grand et qui peut changer en cours de vie. Si mon image elle fait 3 par 2 là, et puis tout d'un coup j'ai envie qu'elle fasse 300 fois 200, bah, il va falloir que je réalloue un nouveau tableau, que je déplace peut-être les éléments qui sont dedans, ça c'est tout à fait possible. Par contre les données ici, comme la dimension en X, la dimension en Y et les pixels, donc la petite structure image, elle, ça sert à rien de la mettre dans le tas. On peut la mettre directement sur la pile, on peut éventuellement même la passer en paramètres avec un const et une référence. Ça se passe très bien et on n'est pas forcément plus lent, donc il y a des éléments qui peuvent être sur la pile. Ça, c'est l'avantage du C++ au niveau de la performance, c'est que vous pouvez choisir entre mettre des éléments sur la pile et mettre des éléments dans le tas. Ce qui ne sera pas le cas de Java. Java va tout vous mettre dans le tas pour vous éviter les erreurs mémoire. Par contre, du coup, d'avoir des indirections, parce qu'à chaque fois que vous accédez, ici, suivre la flèche du pointeur, ça coûte cher. Et donc, vous allez être un tout petit peu plus lent. Même si Java propose des optimisations, il y a des choses qui peuvent être plus lentes. Ah, mais j'ai encore il me crée le e-minute qui traîne ici. Hop, je fais le nettoyage au fur et à mesure, c'est pas grave.
Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le Discord sur ces aspects-là, là, sur ces aspects tableau à une dimension versus utilisation à deux dimensions, puis sur ces aspects new. La manière un peu moche que je trouve, c'est que je déclare un pointeur sur im, je fais un new de image qui lui va faire un deuxième new du tableau de pixels, mais à la fin, il faut que je pense à faire un delete de image. Autant mettre directement comme im2 là, directement dans la pile, qui va se retrouver ici. Et le tableau de pixels, lui, il sera aussi dans le tas et ça se passera tout aussi bien. Bon, voilà, ça c'est des choses. Alors ça, souvent, ça marche mieux quand vous êtes en face, c'est qu'on peut interagir un petit peu sur les choses, où vous avez des avis et des questions sur ces aspects-là. J'espère que vous en aurez peut-être sur Discord. Alors juste une conclusion, une sous-conclusion pour cette partie-là. Dans le projet de l'IFAP4, il faudra que vous écriviez, donc ça c'est plus les conclusions qui vont avec le cours de la semaine dernière, du code propre, lisible, maintenable dans le temps. Donc ça veut dire des choix de noms de variables, des choix de noms de fonctions qui sont standards, des choix de manière de coder avec des indentations qui sont standards, où tout le monde utilise les mêmes. Votre code devrait être documenté. Il y a une moulinette comme d'oxygène qui pourra passer sur votre code et générer des pages web, parce que c'est plus pratique, même vous, pendant le développement de votre projet, d'aller regarder les fonctions des autres sur une page web. L'autre chose qui est pratique aussi maintenant, c'est d'avoir dans votre environnement de développement, de pouvoir faire contrôle espace et puis que ça vous trouve les fonctions de l'autre développeur et que ça complète automatiquement. Ça, c'est une autre chose qui est assez sympa. Votre code devrait être géré par Git. On en a parlé déjà pas mal de fois. C'est fini d'échanger vos fichiers par mail ou d'échanger des morceaux de fichiers par mail ou d'échanger des zips par mail. C'est des pratiques qui sont à bannir, qui fonctionnent pas bien et qui sont chronophages et prises de tête. Et surtout, ça vous évite aussi de perdre votre code et ça vous permet de revenir en arrière sur des versions. Le dernier point qu'on a vu aujourd'hui, c'est que votre code va devoir être testé. Il va devoir être testé avec Valgrind. Alors ça, c'est pas directement dans le code, c'est plutôt vous pouvez avoir un petit script qui vous lance Valgrind sur vos différents projets, ou si vous en avez qu'un, on pourra faire Valgrind avec votre exécutable. Et chacune des classes, le deuxième point important pour les aspects tests, c'est que chacune des classes devra avoir une fonction de test de régression, de test de non-régression, et qui pourra être lancé ou relancé à chaque fois qu'on en éprouve le besoin. Mais c'est- souvent, c'est même pas tellement au moment où vous le relancez, c'est ce que je vous disais, c'est au moment où l'autre développeur écrit les fonctions de test de régression, ou dès tout de suite, on va détecter qu'il y a des choses qui vont pas et qu'elles doivent être corrigées. L'étape suivante pour ce cours, alors on change complètement un petit peu de choses. Là, on bascule sur des aspects bibliothèques standards, diverses notions de programmation. Il y a plein de choses dedans. Alors tout ça, c'est pour introduire beaucoup votre projet, pas tellement le module image que vous êtes en train de faire, mais beaucoup votre projet, pour introduire aussi le cours de la semaine prochaine dans lequel on va ouvrir des fenêtres, rajouter des menus, des boîtes de dialogue. Pour ça, les librairies utilisent des notions un petit peu plus avancées que ce que vous avez pu faire en IFAP 3 de programmation. Les notions un petit peu plus avancées, c'est des notions d'opérateurs, des notions de template. On va regarder la librairie standard qui vous offre toute une série de conteneurs qui sont bien pratiques, que certains connaissent déjà, que j'ai vu pas mal de groupes qui commençaient à l'utiliser, mais on va refaire un petit survol là-dessus. Et puis une notion importante que vous n'avez pas vue en l'IFAP 3, mais que vous reverrez en programmation orientée objet, c'est la notion d'héritage. Dans votre projet, je sais qu'il y a plein de groupes qui auront probablement besoin d'héritage. Alors on peut s'en sortir sans, mais c'est quand même pas si mal si je vous en parle un petit peu. Au moins un premier vernis, vous aurez le deuxième vernis, le deuxième approfondissement, même plutôt en troisième année dans le cours de programmation orientée objet. Alors, le premier élément que vous avez souvent, alors on fait exprès de l'introduire ici, c'est les arguments de main. Souvent, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond et vous n'avez même pas idée que ça peut se faire de manière ultra simple. Alors, les arguments de main, c'est quoi? Alors, on peut revenir sur une commande Linux. Tiens, bah ici, quand j'ai lancé g++ main.cpp-g, le programme g++ a récupéré deux arguments, main.cpp et -g. Ça, c'est des trucs que vous pourriez avoir envie aussi, vous, de récupérer dans votre programme. Donc, par exemple, tout à l'heure, là, je lançais à .out. Si j'ai envie de lui dire truc, le programme se lance, mais il a strictement rien fait du truc que j'ai passé derrière. J'aimerais pouvoir récupérer ce truc. Alors, on va aller regarder dans un bout de code. Alors, j'ai un petit programme qui s'appelle Option. Vous avez peut-être déjà vu, parce que des fois vous avez la question en l'IFAMI quand vous utilisez Graphic.
La fonction main a un format différent. Le format ressemble à celui-ci, c'est que vous n'avez plus main avec parenthèse, parenthèse, mais vous avez un premier argument qui est un entier qu'on appelle souvent argc, qui est le nombre d'arguments. Donc C pour count, ça compte le nombre d'arguments qui sont passés. Donc ici, quand j'ai tapé ma commande avec a.out et truc, j'ai deux arguments. Le premier argument c'est a.out et le deuxième c'est truc. Et ensuite, le tableau d'arguments global est passé dans un char étoile-étoile. Alors un char étoile-étoile, c'est un peu barbare. En fait, c'est pas vraiment un char étoile-étoile, hein, c'est un tableau de tableau, un tableau de chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un char étoile. Et si on veut un tableau de chaîne de caractères, donc un truc à deux dimensions, on passe un char étoile-étoile. Ici, j'affiche argc, ça me donne le nombre d'arguments qu'a passé ma commande. J'ai une boucle qui parcourt i de 0 jusqu'à argc-1, donc qui parcourt tous les arguments. Et je récupère tous les arguments en faisant un argv crochet i. Ça me donne la chaîne de caractères i. Alors on va juste regarder, on va compiler ce truc-là. Mon programme, il s'appelle quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Option, je vais remettre un tiret G. Il s'appelle toujours a.out. Hop. Donc voilà, là il y a un argument et l'argument le numéro 0 s'appelle a.out. Mais maintenant, si je veux mettre a.out de truc, il me dit que j'ai deux arguments. Le premier qui est a.out et qui est le deuxième qui est truc. Si je veux truc et machin, il me dit bah, l'argument, le programme s'appelle a.out, il a eu deux arguments, truc et machin. Donc il y a trois éléments dans le tableau. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et bien, ce que vous pouvez en faire, c'est injecter ce machin-là dans strcmp, qui va faire un string compare. On va faire un string compare du ième argument avec ce qui vous intéresse. Alors, quand vous faites ls-la, par exemple, c'est est-ce que le -la apparaît qui vous intéresse? Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que un des arguments vaut bonjour? Si un des arguments vaut bonjour, j'affiche bonjour. Donc, allons-y. On va dire bonjour. On va redire truc. On va redire bidule. Et donc là, au moment où il rencontre bonjour, il écrit bonjour. Vous pouvez utiliser ça pour mettre des options. Vous voulez que votre jeu tourne à deux joueurs, ben vous mettez ça avec -2 et ça va se lancer à deux joueurs. Vous voulez que votre jeu il soit en mode test et debug, ben vous mettez une option -test. Et pour tester si cette option-là est activée ou pas, vous faites une fonction qui ressemble à ça. Ici, vous testez si l'utilisateur a mis -test de lancement. Et là, vous changez un booléen dans une des classes en disant mon appli passe en mode test. Si je relance ce truc, je relance ça. Et voilà, mon appli passe en mode test parce que l'utilisateur a mis -test. Si l'utilisateur ne met pas -test, ben, l'appli passe pas en mode test. Donc quelque chose d'extrêmement pratique. Vous voyez, le ls fonctionne comme ça, le -la, le -al c'est une option, le étoile.cpp, ah oui, bah tiens rigolo. Je peux mettre étoile aussi ici. Si je mets étoile, le shell va remplacer l'étoile par tous les fichiers du répertoire. Donc ici, je me rends compte que j'ai toutes les options jusqu'à -2, et après j'ai a.out, main et options. Comme si j'avais fait ls, et il a recopié ces trois trucs-là à la place. Donc quand vous mettez étoile, ça remplace l'étoile par les trois arguments. J'imagine que dans le cours d'Unix, vous avez déjà fait ça en long, en large, en travers. Ça mange pas de pain de le refaire. Donc voilà, à retenir, vous rajoutez juste un entier, un char étoile étoile, ou un tableau ou un chat, ou un arc V crochet crochet, hein, vous pouvez le mettre deux fois, ça marche aussi, j'ai mis les deux étoiles. Ça permet de récupérer les arguments du shell. Alors il y a une troisième version du main, vous pouvez récupérer aussi toutes les variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est ce que vous avez, si je tape 7, oh, bah, j'en ai beaucoup les variables d'environnement, pardon. Voilà. La variable d'environnement la plus connue, c'est pass. Voilà. Je fais un écho de passe, j'ai cette variable-là. Je peux la récupérer aussi avec cette fonction-là. Avec alors j'avance. Le argv ici, vous voyez, ici le argc contient le tableau avec tous les arguments passés. Le argv contient le même tableau, mais avec toutes les variables d'environnement du shell. Donc si vous voulez récupérer ça, c'est le bout de code que je viens de vous montrer, dans lequel on teste si bonjour a été écrit, ça écrit bonjour. Et alors si vous voulez récupérer les variables d'environnement, vous rajoutez un deuxième char étoile étoile avec env p. Alors le problème c'est que
Pour le argv, on avait le nombre d'arguments ici. Ici, c'est la dernière case du tableau va être remplie avec un pointeur nul et c'est comme ça que vous vous stoppez. Alors c'est un peu particulier, c'est pas symétrique par rapport à argv, mais bon, il faut s'y faire. Voilà, donc ici je parcours toutes mes variables d'environnement, je les compte, à la fin je dis le nombre de variables d'environnement qu'il y a. Ici, si vous voulez récupérer la variable d'environnement qui correspond à pass, il faut refaire un strcmp et puis s'arrêter à l'endroit où vous avez votre variable d'environnement qui colle. Donc ça c'est très pratique, les arguments de main, récupérer les variables d'environnement c'est très pratique aussi, il y a des fonctions système qui vous permettent de récupérer les variables d'environnement sans le faire par le main, mais si vous voulez le faire par le main, ça peut être pratique. Alors ça, c'était un truc un petit peu posé au milieu, là, entre deux suspens. On va attaquer maintenant plutôt les aspects avancés de la prog dont on a besoin pour utiliser une librairie d'interface homme-machine. Ça, c'est le début d'avoir un programme qui ressemble à quelque chose. Et avoir un programme qui ressemble à quelque chose, si vous avez les options, ça fait un peu classe, hein. Si votre programme ici, il est capable de gérer des options comme on vient de le faire. Ça fait un programme qui fait un peu plus propre et un peu plus pro que juste de devoir d'aller modifier des variables ou des constantes dans le programme et de le recompiler chaque fois que vous voulez changer quelque chose. C'est quand même bien plus joli ici de changer les options avec tirer option. Je rajoute 1000 points de vie à mon personnage. Je lui rajoute des PV, 1000, hop, et voilà. J'ai une option qui fonctionne comme ça, et ça me permet de lancer mon programme. Ça marche aussi très bien si vous avez des applis système à faire tourner, des serveurs dans lesquels vous voulez passer des adresses, des ports, tout type de trucs qui sont pratiques à passer en ligne de commande. Alors là, on va passer plutôt à toute une série d'outils qui sont absolument nécessaires en C++. Il y en a quelques-uns que vous avez déjà vus, les opérateurs, là je vais passer vite parce que c'est des choses que vous avez déjà vues en Lifami, qui sont extrêmement pratiques. Probablement, il y a beaucoup de groupes qui feront peut-être des mini-jeux. Dans un mini-jeu, vous avez besoin de déplacer vos personnages. Déplacer vos personnages, ça se fait souvent avec des vecteurs. Et un vecteur, c'est très pratique si vous pouvez faire des opérations de plus-moins, comme on le faisait sur les nombres complexes l'année dernière. Donc si vous vous souvenez du cours de l'IFAMI, on déclare une classe complexe. La classe complexe, c'est deux coordonnées x, y. Et ça, vous pouvez l'appeler vec2. Je déclare un complexe comme ça, un deuxième complexe comme ça, qui est initialisé avec 0, 0. Ah oui, alors ce que vous n'aviez pas vu l'année dernière, c'est qu'on peut mettre des arguments par défaut aux fonctions. Donc ici, si je mets égale 0, si j'appelle juste complexe B, ça va appeler ce constructeur, mais comme il n'y a pas d'argument derrière, et on va prendre les deux arguments par défaut, 0 et 0. Si vous ne savez pas utiliser la surcharge des opérateurs en C++, vous allez écrire une fonction qui s'appelle comadd pour pouvoir faire une addition entre C1 et C2. C'est absolument pas pratique du tout, surtout quand vous allez vouloir additionner 5 complexes l'un après l'autre, puis les multiplier, puis faire je ne sais pas quoi, ça va absolument pas du tout être pratique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire C1 plus C2. Donc, ce qu'on avait fait en Lifami, c'est qu'on avait déclaré une fonction qui a un nom particulier qui s'appelle opérateur plus et et qui va permettre d'additionner deux complexes, le complexe A et le complexe B. Alors après, l'argument ici, c'est comme dans une fonction d'addition classique, et on renvoie un résultat. Maintenant, j'ai le droit d'écrire C1 plus C2, ça va m'additionner les deux complexes A et B. De la même manière, je vais faire l'opérateur moins, qui va soustraire le complexe A et le complexe B. Alors par rapport à l'année dernière, ici on le passe plutôt avec un const et une référence, puisqu'on économise un petit peu en performance au moment de l'appel. Pareil pour le deuxième argument. Le const veut simplement dire que ma variable A est passée en donnée, je n'y toucherai pas, je ne ferai que la consulter. Et le et veut dire que je passe une référence qui est plus léger à passer que de copier en entier le nombre complexe. Donc là, maintenant que j'ai écrit mon plus et mon moins, j'ai le droit d'écrire C1 plus C2 plus C1 moins C1. Bien pratique. De la même manière, je peux écrire un opérateur multiplié qui va multiplier un réel par un complexe. Donc j'ai le droit d'écrire 5 fois mon complexe. Si jamais je veux pouvoir multiplier deux complexes entre eux, il faut que j'écrive une autre fonction qui va avoir le même nom. Elle s'appelle opérateur multiplié. Elle aussi s'appelle opérateur multiplié. Par contre, elles n'ont pas les mêmes arguments. Ici, j'ai un float, un complexe. Ici, j'ai un complexe, un complexe. Le compilateur sait, ici j'ai deux complexes, il va appeler celle-là. Si vous avez devant un float, il va plutôt appeler l'autre. C'est lui qui se débrouille et c'est toujours hyper pratique à s'en souvenir, à faire absolument dans votre code de projet.
pour toutes les choses dont vous avez besoin de faire des opérations de base, comme les plus, les moins, les fois, les divisés. Il y a une surcharge d'opérateurs qu'on n'a pas vu en l'IFAMI, c'est que souvent vous avez envie d'afficher un complexe avec un cout. Nous, on avait fait print, je sais pas quoi, print complexe, parce que c'était trop compliqué de vous montrer ça en première année. Par contre, on peut éventuellement vous le montrer maintenant. Donc, je déclare un complexe C1 et j'ai envie de faire cout inférieur C1. Ça, si je le fais par défaut, ça ne marchera pas parce que le compilateur va vous dire, bah moi, la structure complexe, la classe complexe qui contient deux trucs, bah, je ne sais pas les afficher. Il pourrait y avoir un affichage par défaut, comme le fait certains langages comme Python ou autres. Il se trouve que là, on n'en a pas. Donc, c'est à vous d'écrire la fonction qui va faire l'affichage. Cette fonction qui va faire l'affichage, on doit la ranger dans la partie gauche de l'appel. La partie gauche de l'appel, c'est cout. Cout, son type, c'est un OStream, d'où la syntaxe barbare de l'opérateur d'affichage, qui s'appelle opérateur inférieur-inférieur. Donc, ce de inférieur-inférieur, c'est ça. L'opérateur inférieur-inférieur, il doit travailler sur un OStream. Donc, il prend un OStream en premier argument et il prend le truc à afficher en deuxième argument. Donc cette fonction-là, qui est une fonction qui n'appartient pas à une classe, qui est une fonction à la C toute seule, qui est à écrire à l'extérieur d'une classe, quand le compilateur va rencontrer ça, cout inférieur C1, il va aller chercher toutes les fonctions qui s'appellent opérateur inférieur, dans lequel à gauche il a un ostream et dans lequel à droite il a un truc du type de C1, donc un complexe. Et une fois qu'il a trouvé ça, bah, il fait son affichage. Ici c'est OS. Alors il y a une erreur dans ce code-là aussi. Il manque le S ici. C'est bien, je corrige tout. D'habitude en amphi je le fais pas, mais là je le fais. Euh, donc je récupère l'opérateur d'affichage. Ça, c'est comme si je récupérais finalement une espèce de fichier. C'est dans ce fichier-là que je vais afficher des choses. Ben, j'envoie c.x, j'envoie entre guillemets un espace plus espace i point, et j'envoie le c.y, et à la fin je renvoie le cout, je renvoie le os pour pouvoir les mettre en cascade les uns derrière les autres. Ça vous permet de faire cout de C1, inférieur C2, inférieur C3, etc., etc. Le return ici permet de faire ça. C'est un petit peu déjà, c'est pas si compliqué, mais c'est déjà un petit peu, je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, je sais que des fois vous avez du mal. Les notions de template. Les templates sont un mécanisme du C++ qui vont demander au compilateur d'écrire du code à votre place avec des types différents. C'est très pratique pour certains cas quand vous voulez, si vous voulez, c'est une espèce d'extension de ce que vous aviez avec les define qui permettent d'écrire des macros qui vont générer du code. Bah là, on a la même chose, mais c'est plus intégré au langage, c'est moins du traitement de texte et ça, il y a des corrections un petit peu en plus. Alors si on regarde un petit peu le système classique, si vous voulez écrire une fonction par exemple qui calcule le max d'un entier ou qui fait n'importe quel autre calcul, ici par exemple sur deux entiers, donc le max prend deux entiers en paramètres et puis on va renvoyer la valeur maximale. Donc le code est assez simple, si A est supérieur à B, on renvoie A, sinon on renvoie C. Vous écrivez cette fonction pour les entiers. Si jamais vous voulez refaire maintenant la même fonction pour des flottants, il faut la réécrire. Vous allez remplacer entier par flottant. Le code sera exactement le même. Si A est supérieur à B, on renvoie A, sinon on renvoie C. C'est juste la signature de la fonction, l'entête de la fonction qui va être différente. Donc la réécriture est quasiment la même chose. Les gens se sont dit, ben, avant on faisait ça avec des macros, alors quand c'est une fonction de 4 lignes, ça peut se faire éventuellement de manière assez pratique avec des macros. Quand c'est plus long, c'est pas forcément faisable. D'où les templates. Alors quand vous faites des conteneurs, vous vous souvenez de ce que j'appelle les conteneurs, c'est ce que vous avez fait en l'IFAP3, un tableau dynamique, une liste, une file, une, euh, une pile. Vous avez tout le mécanisme du tableau dynamique avec la taille allouée, la taille utilisée, etc. Et puis vous avez l'élément ici qui est un pointeur là-dessus. Mais finalement, que vous stockiez des entiers, des camions, des fromages ou n'importe quelle classe à cet endroit-là, ça ne change pas grand-chose au code parce qu'on ne va jamais quasiment accéder au contenu du conteneur, mais ce qui nous intéresse dans le conteneur, c'est de pouvoir changer la taille allouée, changer la taille utilisée, supprimer un élément, éventuellement les réordonner. Donc si je fais un tableau dynamique d'entier ici, je mets un entier. Si je fais un tableau dynamique de camion ici, j'ai un camion. Mais tout le reste du code est quasiment, complètement, même pas quasiment, mais est complètement identique. Les templates permettent de faire ça, permettent de dire je n'écris plus du code directement, je vais écrire un patron de code. Un patron de code, c'est un motif, un modèle qui dit voilà, le jour où tu vas avoir besoin de faire une fonction max,
Moi, je te montre comment on fait avec un grand T qui a un type générique, et toi, tu remplaceras grand T. Donc toi, quand on dit toi, c'est le compilateur remplacera grand T par le type qui nous intéresse. Donc ici, on va pouvoir utiliser grand T, qui est donc là, si je veux faire la fonction max, elle prend deux variables, deux paramètres de type grand T, elle va renvoyer un résultat de type grand T. On déclare un résultat ici si on en a besoin. Alors là, on ne le fait pas. Si A est supérieur à B, on renvoie A, sinon on renvoie C. Et puis, dans mon opérateur, lors de mon utilisation, si je fais max de 5, 8, le compilateur dit ou bah max, j'ai pas la fonction, ah, je vais regarder dans les patrons de fonction, ah, dans les templates, il y a un truc qui s'appelle max, ah bah oui, avec deux entiers ici, ça colle, donc le résultat sera un entier, et puis il écrit le code pour vous. Si maintenant vous appelez max avec 5.8 f, qui veut dire que je suis un flottant, et avec 8,234 f, le f veut dire aussi que je suis un flottant, ben, le compilateur, pareil, va réécrire une deuxième fonction max qui, elle, prend les deux flottants, fait la comparaison et renvoie les deux flottants. Rappelle quand même juste la conversion de type automatique qui ici aurait converti le flottant en un entier ne marcherait pas, parce qu'on aurait eu comme résultat l'entier qui correspond au max de ces deux-là, donc on aurait comme résultat 8. Donc il n'y a vraiment que le mécanisme des templates qui permet de faire cette chose-là en écrivant le code qu'une seule fois. Euh, alors je peux aller même encore plus loin, je peux appeler la fonction max sur deux étudiants. Je déclare un étudiant qui s'appelle Albert 14 et un étudiant qui s'appelle Albert 18, on aurait pu changer son prénom. Ça va fonctionner. Donc le compilateur va essayer de faire la fonction max. Par contre, dans la fonction max ici, le compilateur va se rendre compte qu'il a besoin de faire A supérieur à B. Donc ça marchera si l'opérateur supérieur est défini pour cet étudiant, pour la classe étudiant. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans la définition des opérateurs. On avait fait l'opérateur plus, moins, fois, même l'opérateur d'affichage avec inférieur, inférieur. J'aurais pu vous mentionner qu'on peut aussi faire un opérateur inférieur qui permet de comparer deux éléments d'une classe, ou un opérateur supérieur qui permet de comparer deux éléments d'une classe dans l'autre sens, ou un opérateur égal-égal qui permet de savoir si les deux éléments d'une classe sont identiques. Donc là, ici, c'est si la classe étudiant sait répondre à A supérieur à B, ça veut dire si l'opérateur supérieur a été défini, bah, ça va compiler, ça va rouler, on appellera la fonction opérateur supérieur sur deux étudiants, et puis ça va tourner. Dans le cadre du tableau dynamique, on écrit une classe tabdin, vous reprenez exactement le code que vous avez fait en l'IFAP3, la seule différence c'est que vous la mettez plus dans le point C, vous la mettez entièrement dans le point H, tout, vous mettez tout dans le point H, il n'y a plus de point C, parce que vous n'êtes pas en train d'écrire du code, vous êtes en train d'écrire un patron de code, donc c'est quand vous définissez une classe dans un point H, c'est une définition de type. Là, vous définissez un patron de code et ça se met dans les points H pour pouvoir être inclus avec le code en entier à n'importe quel autre endroit du code et pour que le compilateur sache comment générer le code. Vous remplacez ici le type que vous aviez mis, alors l'IFAP3 vous mettiez élément, ici vous remplacez élément par le T étoile, ou alors vous mettez un type name T étoile ici, donc la syntaxe est template inférieur, type name et le type que vous voulez templater, vous mettez élément, puis vous reprenez exactement votre code, et on peut faire un tabdin de int ou un tabdin de camion, il n'y aura aucun souci, vous aurez la fonction ajouter, la fonction supprimer, la fonction agrandir, etc. Tout va fonctionner comme avant. Et de toute façon, si vous avez des erreurs de compilation, ce sera les mêmes que vous ayez un template ou pas un template. Alors, ce mécanisme-là de template, pourquoi je le montre? Je le montre pas parce que vous avez forcément besoin d'avoir du code qui va fonctionner avec des templates. Bon, peut-être ponctuellement pour une fonction que vous voudriez factoriser, mais c'est pas forcément là où en IFAP4 vous gagnez. On en reparlera pas mal des templates en M1 dans le cours de prog avancé. C'est un mécanisme quand même qui est assez sympa. Après, on peut faire des choses très puissantes avec les templates. Des fois, c'est un petit peu pénible et compliqué à cause de la mise en place du compilateur, mais la raison pour laquelle je vous ai présenté les templates, c'est pour pouvoir introduire facilement la STL. La STL, c'est Standard Template Library. C'est une espèce de surcouche au C++, mais qui est quand même standard, donc que vous trouvez dans tous les compilateurs. Il y a pas de... Il y a pas de, il y a pas de, enfin, c'est obligatoire que le compilateur l'implémente, ça fait partie du langage, même si c'en est une petite surcouche. Dedans, vous avez toutes les fonctions de base qui sont nécessaires à un programme en général. En gros, en IFAP3, on vous fait refaire toutes les structures de données de base, parce que pour le côté pédagogique, c'est quand même bien un jour que vous ayez recodé un tableau dynamique, une liste chaînée, une pile, puis en IFAP6, vous referez les tables de hachage, des skip lists, des choses
un peu plus élaboré encore, mais il y a des choses qui sont déjà codées dans la STL. Si vous êtes dans le cadre d'une application pratique, ce qui sera un peu le cas dans votre projet de l'IFAP4, vous pouvez sans problème récupérer la STL. Ouais, donc récupérer ce qui a été codé. Donc dans la STL, les types de base, vous avez les tableaux, les listes chaînées, les fils, les piles, les tables de hachage que vous ne connaissez pas encore, des collections, des ensembles. Euh, les deux caractéristiques qui sont propres à la STL, c'est le T de template, qui veut dire que vous n'avez pas à recoder à chaque fois pour un type différent le code. C'est le compilateur qui va réécrire le code pour vous. Vous êtes indépendant du type et de la classe contenue. Donc le comportement est générique, c'est là où le mot générique, je ne l'ai pas prononcé encore, mais le mot template arrive là, c'est que vous voulez avoir du code générique qui marche quel que soit le type d'objet que vous allez écrire. Et ce qui est important finalement, c'est l'algorithme. Donc les templates sont utilisés quand ce qui est important, c'est l'algorithme et pas le type de ce que vous manipulez. Donc dans une pile d'entiers, on empile, on dépile. Dans une pile de camions, dans une pile d'objets de classe A, on empile, on dépile, et c'est ça qui est important. Même algorithme qui effectue tout ça, pareil pour les tableaux dynamiques, les listes chaînées. Donc les conteneurs sont le truc idéal pour mettre en place des librairies génériques qui fonctionnent avec n'importe quel type. Alors dans la STL, il n'y a pas que les conteneurs, il y a plein de choses différentes. Bon, ici, la description dit que voilà, la STL, c'est un ensemble de classes conteneurs. Il y a des conteneurs globalement pour 80%, mais il y a aussi 20% de plein de petits outils qui peuvent être utiles. Donc les vecteurs, ce qu'on appelle vecteurs, sont les tableaux dynamiques. Vous avez les tableaux associatifs que vous ne connaissez pas trop, c'est pas forcément la peine pour l'instant encore de trop les connaître, qui sont les maps. Enfin, si vous venez d'autres langages, peut-être que vous les avez vus déjà en Python ou autre. Les listes chaînées, qui sont les listes. Alors, ça va fonctionner à partir du moment où il y a certaines opérations qui existent, comme l'opération de copie, c'est-à-dire que vous devez être capable de faire un opérateur égal sur un élément. En général, quand vous écrivez une classe, l'opérateur égal, il y en a un qui existe par défaut, c'est pas en général, c'est tout le temps, l'opérateur égal existe par défaut, donc normalement, sur vos classes à vous, ça doit bien fonctionner. Par contre, il se peut quand même que ça engendre des bugs. Dans certains cas, là, dans le module image, par exemple, si vous faisiez une image égale une autre image, ça se passait pas bien parce que vous aviez les deux pointeurs qui partageaient le même tableau, donc probablement qu'il fallait réécrire l'opérateur égal pour pouvoir le gérer comme il faut dans un conteneur de la STL. Vous avez aussi une abstraction des pointeurs qui va essayer de faire de la libération automatique, qui vous évite peut-être de penser au delete. Or pour l'IFAP4, on ne le conseille pas forcément, c'est quand même bien si vous manipulez encore bien les pointeurs de manière directe et que vous pensiez à faire les deletes. Il y a la notion d'itérateur. C'est des espèces de classes particulières qui vont servir à se déplacer sur les conteneurs. Donc ça c'est pareil, c'est une notion si vous la comprenez très bien, mais c'est pas forcément indispensable pour l'IFAP4, on en refera plus tard. Il y a des algorithmes génériques qui ont été codés, comme la recherche ou le tri, ou l'insertion ou la suppression. Insérer un élément dans une liste chaînée ou dans un tableau, c'est complètement générique, peu importe ce que vous avez, les éléments qui sont contenus dans chacune des cases. Le tri, c'est pareil. Par contre, pour le tri, il faut que l'opérateur inférieur et l'opérateur supérieur et l'opérateur égal-égal aient été codés sur votre classe. Mais à la limite, si vous en avez besoin, il suffit de les recoder. Vous avez aussi une classe string. Alors, vous vous souvenez probablement des tableaux de caractères, des chars étoiles qu'on a fait en long, en large, en travers en IFAP1, dans lequel vous avez le zéro terminal qui indique la fin de la chaîne, dans lequel, quand vous voulez concaténer deux chaînes de caractères, il fallait appeler str4. Quand vous voulez comparer deux chaînes de caractères, vous devez faire strcmp. Ce qui n'est pas toujours très intuitif pour vous, vous auriez envie de faire égal-égal sur les chaînes de caractères. Ben, la STL propose une classe string qui, elle, va remplacer les tableaux de caractères par cette classe-là et qui offre tous les opérateurs qui vont bien. Vous avez le droit de faire des plus, vous avez le droit de faire des plus égales si vous voulez concaténer. Vous avez, enfin, le plus concatène aussi, mais le plus égal concatène à la variable courante. Vous pouvez faire des égal-égal pour comparer les chaînes de caractères. Vous pouvez faire des inférieurs si vous voulez savoir si une chaîne de caractères dans l'ordre alphabétique est avant une autre. Donc après, c'est des choses qu'on va regarder un petit peu. Alors, ah oui, alors un truc aussi, non, qui vous intéresse probablement souvent en IFAP4, c'est chronométrer. Parce que vous auriez envie dans votre jeu j'active une bombe. Je ne sais pas si vous allez faire un mini-jeu en IFAP4, mais comme souvent vous faites des mini-jeux, dans le mini-jeu, vous avez besoin de chronométrer, vous activez une bombe, elle va devoir exploser dans 4 secondes, donc vous avez besoin de lancer une cloque. Bah, vous avez
dans la STL d'un code qui s'appelle ctime, dans lequel vous pouvez définir une variable de type clock qui va contenir l'heure. Vous appelez clock, ça vous renvoie l'heure courante. Vous faites toutes les opérations à chronométrer. Vous réappelez clock, vous faites une soustraction entre les deux, ça va vous donner la différence de temps entre les deux éléments. Ça va vous donner la différence de temps en nombre de clics. Le nombre de clics, c'est pas des nombres par seconde. Si vous voulez ensuite récupérer des nombres par seconde, il faut faire clock par seconde. C'est pas complètement de la STL ça, mais c'est un début. Donc les types string dont je vous parlais tout à l'heure, maintenant vous pouvez déclarer une chaîne de caractères, donc à pas confondre un tableau de caractères à la C et une string à la STL, ce sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir un mécanisme de passage de l'un à l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Donc ici je déclare une string et je peux faire directement égal comme ça avec mon tableau de caractères. Donc ici le tableau de caractères est utilisé pour initialiser la chaîne, la string S1. Je peux l'afficher avec l'opérateur inférieur dans le cout, puisque l'opérateur inférieur a été surchargé pour la classe string, ça existe déjà. Euh, je peux créer une string S4 en utilisant, alors là la chaîne line n'a pas été définie en haut, il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Euh, le nombre de caractères ici et ici, ça il aurait fallu le définir avant. Euh, Ici, je peux récupérer des sous-parties, par exemple de S3. Alors là, c'est pareil, S3 n'a pas été défini, mais c'est parce qu'il a manqué des bouts dans le code. Je récupère une sous-partie de la chaîne S3 du caractère 6 au caractère 4. Non, à partir du caractère 6, j'en récupère 4, je pense. Ici, j'initialise une chaîne avec 15 fois l'étoile, etc. Donc après, vous avez surtout, ou ce qui va vous intéresser, c'est surtout rechercher les sous-chaînes dans une chaîne, concaténer, et puis faire des comparaisons. Faire le égal sur les chaînes de caractères. Je vous laissera aller regarder les exemples de string. En gros, vous avez des sites web qui fonctionnent très bien comme CPP référence, dans lequel vous avez des petits exemples de code pour chacun des éléments de la STL. Et en général, c'est très facile de comprendre comment utiliser un élément de la STL et où trouver de la doc. Les tableaux dynamiques, ça, c'est typiquement le truc qui vous intéresse. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur module image avec ça. Bon, après, c'était pas complètement l'esprit du module image. L'esprit du module image, c'était de manipuler un peu les pointeurs. C'est aussi bien pour apprendre. Après, on pouvait faire un vecteur pour stocker l'ensemble des pixels. Ça pouvait marcher aussi. Donc, je déclare un vecteur comme ça, std4.vector, et puis entre inférieur et supérieur, le type de qui va correspondre à la généricité. Ici, un tableau d'entier. Chaque fois que je fais pushback, ça va rajouter à la fin de mon tableau un élément qui correspond au ajouté à que vous avez dans le tableau dynamique. J'ajoute 4 à la fin du vecteur, j'ajoute 2, j'ajoute 5. Et après, je peux parcourir toutes les cases du tableau. Pour demander la taille du tableau, j'appelle la fonction size qui me renvoie le nombre d'éléments qui sont réellement utilisés dans le tableau. À ne pas confondre avec la taille allouée. Si je veux changer la taille allouée pour qu'elle soit plus grande que size, j'appelle la fonction réserve. Et si je veux connaître la taille allouée, bah, c'est une bonne question. Il doit y avoir une fonction aussi, mais bon, comme c'est moins utile, ça sert moins. Ici, je crée un nouveau vecteur avec 5 cases, initialisé avec des 69. Donc ça vous permet d'avoir un tableau qui est toujours initialisé avec quelque chose. Bon, souvent, on met plutôt 0 ici. Hein. Ça vous initialise votre tableau avec des cases de 0. Ça vous évite de vous poser des questions. Est-ce que ma case a été initialisée ou pas? C'est pas forcément avec 0 que vous vouliez mettre. Il y a moyen de faire autre chose. Mais bon, au moins, vous avez déjà quelque chose qui initialise votre tableau. Les listes chaînées, exactement le même. Alors ici, ce que j'ai pas dit, c'est que si vous réécrivez vecteur de camion avec votre classe camion, bah, aucun problème, hein, vous allez pouvoir faire des pushbacks sur des camions, pouvoir afficher des camions avec ici avec Ah oui, il faut que votre classe camion quand même puisse s'afficher, mais vous allez pouvoir faire mon vecteur crochet i, ça va vous renvoyer le im camion. Donc exactement le même mécanisme, mais c'est comme si vous aviez deux codes différents, un tableau dynamique sur les entiers, un tableau dynamique sur les camions. Les listes chaînées. Même mécanisme templaté que les tableaux dynamiques. Vous déclarez une liste comme ça. Alors, si vous faites le using namespace std, vous n'avez pas besoin du std devant. Une liste d'entiers, ma liste. On rajoute des éléments à la liste chaînée avec un pushback. Alors la liste chaînée, par contre, vous ne pouvez pas y accéder avec l'opérateur crochet, parce que c'est pas un tableau, c'est une liste. Donc là, le mécanisme pour parcourir une liste chaînée est un petit peu plus compliqué. Vous avez besoin de la notion d'itérateur. La notion d'itérateur, c'est que
Quand dans votre liste vous appelez begin, ça vous renvoie un espèce alors retenez que c'est un itérateur, c'est un peu comme un pointeur sur une des cellules de la liste. Quand vous appelez begin, ça vous renvoie un itérateur sur la première case de la liste. Quand vous appelez end, ça renvoie un itérateur sur la case suivante. C'est là où c'est compliqué, ça ne vous renvoie pas un itérateur sur la dernière case de la liste, ça vous renvoie un itérateur sur la case juste après la dernière case de la liste. Donc imaginez, vous avez votre liste chaînée, puis vous avez une espèce de cellule à la fin qui est vide et qui contient rien. Donc tant que... Ah, il manque un truc dans le code là. Je vais le corriger en la volée, comme tout à l'heure. Et alors, c'est bien beau. Voilà. Donc ici, j'initialise mon itérateur lit, donc LIT pour list itérator, hein, le L c'est pour list, à la première cellule de ma liste chaînée. Je continue tant que lit est différent de la fin de ma liste. Je fais un plus plus lit, j'aurais pu faire un lit plus plus, en gros ça incrémente ça passe à l'élément suivant de ma liste. Donc ça incrémente pas le pointeur, hein. Attention, ici ça récupère la flèche suivante que vous avez dans le nœud de votre liste chaînée et ça avance à l'élément suivant de la liste. Vous pouvez faire un cout du contenu de lit si vous faites, donc si vous considérez lit c'est un itérateur, si vous faites le contenu de lit, un peu comme si c'était un pointeur, vous obtenez le contenu de ce que pointe l'itérateur. Ça vous permet de parcourir la liste. Il y a moyen d'insérer des éléments au milieu de liste. Alors, on ne l'a pas fait là. La fonction doit s'appeler insert. Vous regarderez les détails d'une liste chaînée si vous en avez besoin. Les sets. Les sets, c'est une structure de données, je ne sais pas si vous la faites en IFAP3, dans lequel vous allez pouvoir, qui va ressembler, qui va être exactement un ensemble. Un ensemble, c'est ce qui vous intéresse dans un ensemble, c'est savoir si l'élément est dans le grand sac ou pas. Il n'y a pas de notion d'ordre. Dans un tableau, vous avez une notion d'ordre, hein, vous avez les cases 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dans une liste chaînée, c'est pareil, vous avez la notion d'ordre, vous avez la première cellule qui pointe sur la deuxième cellule, qui pointe sur la troisième cellule, etc., etc., etc. Dans le cadre des ensembles, vous n'avez pas cette notion-là. Ce que vous intéresse, c'est de savoir si l'élément est à l'intérieur ou pas. La STL a une structure de données propre à l'intérieur pour stocker ces éléments-là, surtout pour les retrouver rapidement. Ce qui est sympa avec la STL, c'est qu'on peut utiliser les sets sans savoir comment c'est codé à l'intérieur. Et puis, peut-être que le jour, si quelqu'un invente un algorithme beaucoup plus rapide pour coder des sets, la STL décidera de changer. Votre code continuera de fonctionner exactement pareil, mais vous profiterez des nouvelles performances du set. Donc toujours, j'appartiens à la STL, donc c'est standard. J'ai les 4 points, je déclare un set. Entre le inférieur et le supérieur, le type, ici un entier. Ma variable s'appelle S. Quand je fais s.insert 2, ça rajoute l'élément 2 dans mon ensemble d'entiers. Donc ici, j'ai une grosse sac d'entiers. Je rajoute 2 dans mon ensemble d'entiers. Je rajoute 5 dans mon ensemble d'entiers. Donc dans mon ensemble d'entiers, j'ai 2 et j'ai 5. Pas forcément dans cet ordre-là. C'est pas parce que je les ai mis là. Il n'y a pas de notion d'ordre dans un set. Vous ne pouvez pas le demander. J'insère encore une fois 2. 2 était déjà dedans. Ça ne change rien à l'insertion. J'insère 1, du coup mon set va contenir 1, 2 et 5. Ici, je les ai réaffichés de manière triée dans les commentaires, mais ils ne sont pas forcément triés en mémoire. Là c'est pareil, il manque le site égal, je le corrige au fur et à mesure. Donc ici, la boucle pour parcourir l'ensemble, je demande à mon ensemble, donne-moi le premier, tant que je ne suis pas au dernier, j'incrémente, et pareil que tout à l'heure, pareil que sur les listes chaînées, je peux lui faire afficher le contenu de l'itérateur en faisant étoile site. Alors quelque part derrière dans un ensemble, c'est probablement un arbre qui est codé, mais ça pourrait être une liste chaînée, ça pourrait être un tableau. Globalement, pour moi, c'est complètement transparent. Ce que je sais, c'est que je vais être rapide à parcourir mes éléments. Je vais être rapide. Il y a une fonction aussi qui demande est-ce qu'un élément appartient à l'ensemble ou non. Et puis j'ai la fonction insert pour insérer un élément. Donc globalement, j'ai toutes les fonctions sur les ensembles. La pile, le stack. Donc ah oui, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois pour chacun des éléments, il faut faire un include en haut. Ici, j'inclus stack. Alors bizarrement, dans la STL, vous n'avez plus les points H.
C'est un peu comme pour IOStream, les points H ont disparu dans ce morceau-là du langage. C'est un petit peu étrange. Je déclare une pile comme ça avec un inférieur, supérieur, toujours le type. Voilà, je déclare une variable qui s'appelle myStack. Je fais un push pour empiler un élément sur la pile. Donc j'ai pas de pushback là, parce que le pushback sous-entend que je suis capable de faire un push front. Dans un tableau dynamique, je peux faire un pushback, c'est-à-dire ajouter un élément à la fin du tableau. Je peux aussi faire un push front qui ajoute un élément au début du tableau. Dans la pile, j'ai pas de notion de push front, je peux rien ajouter au début de pile, il n'y a pas de notion de début de pile, je peux que empiler et dépiler. Donc j'ai que trois fonctions dans la pile, j'ai le push, le top pour savoir quel est le sommet de la pile, et le pop pour dépiler. Donc ici, j'ai une boucle qui va de 1 à 10, j'empile les éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans la pile. Je fais un, tant que ma liste n'est pas vide ici, je vais sommer tous les éléments de la pile. En faisant top, je demande le sommet de la pile. En faisant pop, je décrémente, je supprime le sommet de ma pile. Et à la fin, bon, j'ai calculé le total de ma pile. Si vous avez besoin d'une pile, vous allez déclarer une stack et ça va aller très vite à utiliser parce que c'est assez simple. Alors juste, on peut peut-être, j'ai pas de navigateur, on peut peut-être juste regarder site web qui s'appelle CPP référence. Tiens, on va chercher la stack justement. Hop, vous allez tomber sur le genre de page qui ressemble à ça. Alors, il y a d'autres sites web, mais c'est vrai que celui-là, il fait un peu référence pour le CPP, pour le C++. Euh, donc la stack ici, on vous dit que c'est un conteneur adapté qui donne au programme les fonctionnalités d'une pile. Donc d'une LIFO, last in, first out. Le dernier ajouté à l'élément, ce sera le premier sorti. Donc le dernier élément auquel vous avez fait push, quand vous faites pop, c'est celui-là qui va ressortir, comme sur une pile. Vous avez toutes les fonctions qui existent, l'opérateur égal, rendre votre pile vide, demander la taille de la pile, empiler, remplacer le sommet, faire le dépiler, permuter éventuellement si vous avez besoin un élément avec le sommet, puis après tous les opérateurs de conversion. On peut regarder, tiens, bah, par exemple, opérateur empty. Voilà, vous avez des exemples de code. Ici, on a fait un push sur la stack, donc la stack est définie là. On fait un push. Savoir si la pile est vide ou pas, vous appelez empty. Donc au tout début, quand vous appelez empty, ça vous disait que oui, elle était vide. Ici, vous appelez empty, donc ça vous dit qu'elle n'est pas vide. Donc ça, c'est pas forcément l'objet de la stack, c'est plus se souvenir que voilà, vous avez vraiment les infos sur la stack ici dans CPP référence. Vous pouvez aller sur la page principale. Probablement que le plus intéressant, c'est le moteur de recherche. Si vous voulez des infos sur les tableaux dynamiques qui s'appellent les vecteurs, voilà. Vous faites une recherche, vous trouvez la classe vector. On vous donne toutes les fonctions. Probablement que dans un vecteur, ce qui vous intéresse déjà, c'est le pushback. Vous cliquez sur pushback et vous avez des petits exemples de code qui vous font des pushbacks. Donc à chaque fois, c'est quand même très pratique d'avoir un exemple de code. Ça vous permet de comprendre comment fonctionne l'élément et comment l'utiliser. Donc la STL, c'est un outil que vous pouvez largement commencer à utiliser en LIFAP4, qui est facile d'utilisation, que vous pourrez réutiliser aussi dans le cadre de projets en logique formelle, en L3 ou en autre, sauf quand évidemment les consignes sont de ne pas utiliser la STL. Je pense par exemple quand vous allez être en LIFAP6 qu'on va vous demander de réécrire une structure de données. Si on vous dit de ne pas utiliser la STL, c'est que vous faudra le réécrire par vous-même. Donc il y a des fois pour le côté pédagogique, vous réécrivez une structure de données qui existe déjà et vous n'utilisez pas la STL. Si par contre vous êtes plutôt en mode projet, que vous avez besoin de stocker les éléments, utilisez la STL. Alors, donc ça c'est vraiment le petit bilan pour la STL. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à l'utiliser, les autres, allez-y, c'est facile. Il y a un élément suivant encore dans ce cours dont on aura besoin pour la présentation des librairies d'interface homme-machine la semaine prochaine, donc des graphic user interface, toutes les librairies qui permettent d'ouvrir des fenêtres. C'est la programmation orientée objet, la notion d'héritage. Alors c'est une notion dans laquelle je vais la présenter là en un quart d'heure. Il faudrait 3 semaines de cours là-dessus avec des exercices pour que ça rentre. Ces 3 semaines de cours-là, voire même plus, vous les aurez dans le cours de programmation orientée objet en L3, dans lequel vous allez refaire de la modélisation UML bien plus poussée qu'en IFAP4, dans lequel vous allez voir toutes les notions d'héritage de manière bien concrète, et ce sera important de les faire.
C'est globalement nécessaire beaucoup pour l'introduction de Qt, mais aussi pour votre mode projet, parce que souvent vous avez besoin de factoriser du code. Alors vous allez voir que la notion d'héritage sert à factoriser du code. Euh, Ça peut arriver, ben, je pense typiquement quand vous, toujours pareil, quand vous faites, si vous faites un mini-jeu, quand on a fait, tiens, bah, quand on a fait la modélisation du Pac-Man dans le TD Conception, il y a des étudiants qui m'ont dit, ben, le Pac-Man, finalement, il contient une position, les fantômes contiennent aussi une position, tous les deux se déplacent à droite, à gauche, en haut, en bas, ils doivent tous les deux éviter de rentrer dans un mur, ils ont des comportements qui se ressemblent. Et ben, c'est très bien de remarquer qu'il y a des comportements qui se ressemblent, parce que ça, c'est exactement le mécanisme que permet de faire l'orienté objet, c'est que vous avez de la factorisation de code, c'est-à-dire tout ce qui peut être mis en commun sera mis en commun, et après on a la spécialisation. Globalement, une observation, c'est que le monde fonctionne un peu comme ça, puis peut-être aussi la manière de raisonner, votre tête aussi fonctionne un peu comme ça, c'est que vous avez des espèces de grandes familles, une grande famille de véhicules, par exemple. Une véhicule, c'est quelque chose pour se déplacer. Elles ont plein de choses en commun. Elles ont une vitesse. Elles permettent d'aller d'un endroit à un autre, etc. Et après, chaque véhicule a sa spécialité. Donc, vous avez le véhicule voiture a sa spécialité. Puis ensuite, dans le voiture, j'ai la voiture électrique, j'ai la voiture machin. À chaque fois, je peux spécialiser un peu mon monde, mes objets, mes classes et puis leur rajouter des caractéristiques qui font que je suis un peu comme ce que j'avais dans ma classe au-dessus, mais avec des choses en plus. Alors on va regarder ici un petit peu comment ça fonctionne. Donc les classes, c'est les éléments de base de la programmation orientée objet. Pour l'instant, vous n'avez vu que les classes sans les mécanismes d'héritage. Dans une classe, on réunit les données et les fonctions. Donc ça, c'était l'évolution de l'IFAP3 par rapport à l'IFAP1. C'est que maintenant, vous avez les données, les fonctions et les procédures qui sont dans la même boîte, qu'on appelle une classe. Donc ici, j'ai mes données, ici, j'ai mes procédures. Ici, une classe très très simple, hein, la classe A qui contient un réel, un booléen, et puis une fonction print. Alors ici, on aurait pu faire l'opérateur inférieur-inférieur pour l'affichage, mais voilà, tout type de fonctions qui travaillent, donc plutôt des actions ici, hein, pas des sets et des get, mais plutôt des actions qui travaillent sur mes données. Donc une classe A apporte un nouveau type au type prédéfini du qui existe en C++. Les types de base qui existent en C++, c'est l'entier, les caractères, le réel, les tableaux de caractères, voilà. Mais globalement, vous n'avez pas beaucoup de types de base. C'est ceux qu'on manipulait beaucoup en l'IFAP1. Ensuite, en l'IFAP1, à la fin, on avait vu les structures. Les structures, c'était pour regrouper ensemble des données qui avaient un rapport entre elles. C'est très pratique, les structures. L'inconvénient un peu des structures, c'est que souvent, les actions, on aimerait rajouter des actions aux données qu'on a dans les structures. Ben ça se fait avec une classe. Ce que vous avez vu en l'IFAP3, puisque vous allez commencer à voir un tout petit peu là en l'IFAP4 et puis beaucoup plus en orienté objet, c'est que maintenant cette classe-là, je peux encore la généraliser un peu plus avec la notion d'héritage. Donc l'héritage, qu'on peut appeler aussi spécialisation ou dérivation. Dérivation, c'est un peu le terme anglais qui a été directement utilisé en français, mais bon, ça marche aussi. Ça permet d'ajouter des propriétés à une classe existante pour obtenir une nouvelle classe. Donc par exemple, alors ça se note dans le diagramme UML avec une flèche. En l'IFAP4, on ne vous demandera pas ce genre d'information dans votre diagramme, mais c'est avec une flèche, mais une flèche creuse. Donc pour l'instant, nous, on avait utilisé la flèche pleine pour dire à besoin. Ben ici, là, c'est plutôt une flèche creuse, une flèche blanche qui dit que la classe B hérite de la classe A. On dit aussi que la classe B est une classe phi ou une sous-classe de la classe A. Ça veut dire que la classe B est exactement comme la classe A, qui est la classe mère ou la superclasse. Vous avez des langages où vous écrivez super pour accéder à la classe du dessus. Je pense à Python. Euh, donc la classe B est exactement comme la classe A, mais avec des propriétés en plus. Donc un B est comme un A avec des choses en plus. Donc par exemple, un étudiant est comme une personne qui récupère son nom, son prénom, son adresse, son numéro de sécurité sociale, mais un étudiant a en plus un numéro d'étudiant, plus un diplôme d'inscription, plus des UE d'inscription, etc., etc., que n'a pas une personne. Donc typiquement, si vous voulez gérer, je ne sais pas, les gens dans une université, vous avez une classe personne qui contient toutes les choses communes à tout le monde, un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale.
Et quand vous voulez spécialiser un étudiant, vous lui rajoutez son numéro d'étudiant plus toutes les infos pour un étudiant. Quand vous voulez personnaliser avec un administratif, vous rajoutez des infos à quel poste il occupe. Quand vous voulez personnaliser avec un enseignant, vous allez rajouter il est dans tel département, il enseigne telle matière, etc., qui ne sont pas les mêmes informations que pour un étudiant. Par contre, tous ces gens-là ont des choses en commun qui sont factorisées dans la classe personne. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, là, l'héritage permet la réutilisation du code déjà écrit. Ça veut dire que quand vous spécialisez du code, quand vous héritez, ici, là, par exemple, le véhicule terrestre, va récupérer toutes les données de véhicule, plus toutes les fonctions et les procédures de véhicule. Par contre, il va rajouter des nouvelles données. Il faudra peut-être modifier certaines fonctions qui existaient là-dedans, mais on aura accès aux deux. On aura accès à la fonction qui est ici et à la nouvelle fonction qui est là. Et la nouvelle fonction qui est là peut réutiliser les fonctions qui est là. Euh, Parce que pour les données qui sont au-dessus, c'est toujours pratique de travailler avec la fonction du dessus. Donc une classe dérivée va rajouter des nouvelles fonctionnalités avec un héritage et modifier éventuellement un comportement existant, c'est-à-dire faire une redéfinition. Donc les fonctions que je récupère de véhicules dans véhicules terrestres, je peux les laisser telles quelles si je ne les réécris pas, ça ne changera rien et je vais garder les fonctions qui sont là-dedans. Si par contre je les réécris, j'en fais une redéfinition, je redéfinis la fonction, éventuellement en appelant la fonction mère, mais voilà, je fais ma notion d'héritage, puis pareil ensuite. Donc un véhicule terrestre va encore hériter d'un côté, je vais avoir une voiture, et puis en dessous, vous pourriez imaginer une voiture électrique, une voiture thermique. Pareil, le camion, pour y avoir camion électrique, camion thermique, véhicule aérien, vous avez un avion. Après, vous pourriez aussi découper l'avion en plein de morceaux, hein, avion à hélice, avion à réaction, avion de passagers, avion de chasse, etc. Pareil pour l'hélicoptère, on pourrait respécialiser les choses. Donc la vie est souvent faite de ce genre de choses, enfin le raisonnement est souvent fait de ce genre de choses où on essaie de factoriser les éléments, ça aide à la compréhension. Tout le système pédagogique souvent est basé sur ça, c'est qu'en gros, souvent, dans toute votre scolarité, on commence par vous montrer des choses simples, et puis petit à petit, on les spécialise en rajoutant des éléments. Ben, votre cerveau a été bien habitué à concevoir le monde comme ça, de manière hiérarchique. Donc c'est un truc qui se propage très bien à faire de la programmation informatique, à faire du design, et du développement et de la conception informatique, avec cette notion d'héritage. Ensuite, niveau syntaxe, alors comment ça se passe? Ici, je déclare ma classe personne, c'est la classe de base, la classe aussi appelée la classe mère, la superclasse. J'ai un champ string, un accesseur, une fonction affichée. Bon, c'est pas de plus joli d'avoir une fonction affichée, mais voilà, j'ai des fonctions qui offrent qui travaillent sur le nom de la personne. Probablement que pour une vraie personne, il faudrait bien plus d'autres d'informations. Maintenant, quand je vais vouloir déclarer une nouvelle classe étudiant, j'écris classe étudiant comme tout à l'heure, mais je mets un deux points public personne. Je reviendrai un tout petit peu sur l'histoire du public ici. Euh, Parce que bon, c'est pas forcément le plus important le public pour l'instant, mais voilà. Retenez qu'en mettant le deux points personne, c'est que vous allez faire un héritage de personne, donc vous allez récupérer toutes les données plus toutes les fonctions qui existent dans personne, et tout ce que vous allez rajouter là, ce sera en plus. Donc vous avez une deuxième chaîne de caractères qui est INE, ça veut dire qu'un étudiant il va avoir un nom plus un INE, un nouvel accesseur, puis une nouvelle fonctionnalité ajoutée. Alors là, ici, l'accesseur, lui, il est nouveau, il n'existait pas avant. La fonction affichée, elle, par contre, elle existait déjà avant. Elle était const, elle s'appelait afficher, elle prenait pas de paramètres, elle affichait le nom de la personne. Bah, ici, quand je vais afficher un étudiant, vous comprenez bien qu'il faut que je modifie la fonction affichée pour prendre en compte maintenant le numéro INE. Donc je réécris, je modifie le comportement existant, je réécris la fonction affichée, il va y avoir une fonction affichée pour personne et une fonction affichée pour étudiant. Je peux appeler la fonction affichée pour personne en faisant comme ça. Je fais personne 4 points affichés. Ça appelle cette fonction. Ça appelle la fonction mère. Et puis après, je rajoute le numéro d'étudiant à la ligne du dessous et je fais un handle. Cette notion de public là, bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est des trucs que vous ferez l'année prochaine. Retenez que 95% du temps, on fait un héritage public. Un héritage public, ça veut dire que les données qui étaient privées avant restent privées après, les choses qui étaient publiques avant restent publiques après.
qui est le schéma classique. Alors après, si vous mettez un autre mot que public ici, là, ou protected ou private, ça va vous transformer vos éléments. Donc quand vous faites un héritage public, vous avez la partie publique devient publique, la partie protégée reste protégée, la partie privée est inaccessible. Ça, c'est le schéma classique qu'on utilise tout le temps. Si vous faites un héritage en mettant protected, bah, la partie publique devient protégée, la partie protégée devient protected, la partie privée devient inaccessible. Alors pour l'instant, vous ne connaissez que public et privé. Cette notion de privé, de protégé, là, c'est plutôt est-ce que je protège aussi pour mes classes qui héritent, pour mes classes descendantes. Donc, si vous n'avez pas compris forcément tous les détails là, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails. Retenez que le 95% du temps, on fait un héritage public et que tout ce que vous avez de public reste public et tout ce que vous aviez de privé avant devient inaccessible. Donc ici, ça veut dire que la partie privée ici devient inaccessible, mais c'est pas grave parce que je vais y accéder par les fonctions et les procédures qui étaient données pour les classes du dessus, par la classe mère. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire que c'est le petit mot public qu'on a ici. 95% du temps, des fois, on utilise l'héritage public ici parce que c'est le schéma le plus logique, c'est le schéma qui fonctionne le mieux puis qui garantit une meilleure protection des données, qui limite le nombre de bugs. Alors après, bon, juste une petite parenthèse sur la redéfinition et la surcharge. Il ne faut pas mélanger redéfinition et surcharge. Donc la surcharge ou overloading en anglais permet d'utiliser plusieurs méthodes qui portent le même nom au sein d'une même classe, alors que la redéfinition, c'est quand je réécris une fonction que j'ai héritée de la classe mère. Donc la surcharge, par exemple, ici, voilà, la surcharge, c'est ça. C'est que je peux surcharger une fonction, c'est-à-dire avoir une fonction qui a le même nom mais avec des paramètres différents. Ça, c'est la surcharge. Ici, je peux avoir dans une classe une fonction qui s'appelle afficher qui ne prend pas de paramètres, une deuxième fonction qui s'appelle afficher qui prend un entier, et ce ne seront pas les mêmes fonctions. Elles ont le même nom, mais ce n'est pas les mêmes fonctions. Ça s'appelle la surcharge. Quand je fais par contre un héritage et que je réécris afficher en bas, mais que j'ai exactement la même signature, c'est une redéfinition. Je redéfinis la fonction qui existait déjà dans la classe mère, je la redéfinis dans la classe fille. La surcharge, c'est j'ai une fonction qui a le même nom, mais pas le même nombre d'arguments, qui font des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles, parce que j'ai pas le même nombre d'arguments. Donc en UML, ouais, bon, si vous n'êtes pas complètement à la limite, si vous savez faire les mécanismes et que vous ne savez pas mettre le nom sur redéfinition sur surcharge, c'est pas très grave. Ça, c'est des choses évidemment qu'il faudrait pratiquer pendant des TP et des TD. Il faudrait vous faire réécrire des classes de base avec des classes dérivées, regarder qu'est-ce qu'on peut factoriser, qu'est-ce qu'on peut ne pas garder, etc. Qu'est-ce qu'on doit rappeler dans la classe du dessus, comment on fait pour protéger ces données. C'est des choses qu'il faudrait faire dans les TP, que vous ferez en programmation orientée objet, en l'IFAP7. Là, on vous le montre un petit peu parce que ceux qui veulent regarder pour leur projet, finalement, ça peut être pratique, hein. Quand vous avez des personnages qui se déplacent dans vos mondes, dans vos terrains virtuels, là, en général, vous pourriez faire une classe personnage et puis en dessous, spécialisé pour tout type de monstre. Le monstre rapide, le monstre lent, le monstre qui sait se cacher, le monstre, le big boss de la fin qui est comme un monstre mais avec des caractéristiques en plus, etc. En UML, vous avez donc la notion d'héritage se fait avec une flèche creuse. La notion d'association, ce qu'on a utilisé nous, alors il y avait la notion de pointillé, c'est quand une classe a besoin d'une autre, mais sans forcément en faire une instance. C'est-à-dire que quelque part, dans une des fonctions, vous utilisez une autre classe en variable locale ou en paramètre d'une fonction. Bah là, c'est la version avec les pointillés. Et alors l'autre chose qui est utilisée en ML, c'est la flèche pleine pour nous, mais sans le triangle vide ici, c'est la flèche pleine qui est la dépendance, qui est plutôt l'association. L'association, c'est ici la classe 1 va contenir une instance de la classe 2, va contenir une variable qui sera du type de la classe 2. Le pointillé, c'est la classe 1, une fois va utiliser la classe 2, alors que la flèche pleine ici, avec cette flèche-là, c'est la classe 1 va stocker une instance de la classe 2. Et après, la troisième type de flèche, c'est la flèche creuse, mais en tout cas, dans les diagrammes de classe qui seront demandés à l'examen de l'IFAP4, vous n'aurez pas de notion d'héritage à mettre. Si vous en mettez, c'est très bien, mais ce ne sera pas une question demandée.
Donc ça, c'est plutôt l'association, c'est la classe 1 contient une instance de la classe 2. La flèche creuse ici, c'est la classe T' dérive de la classe T. Alors, Pacman et héritage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les personnages partagent des données, des fonctionnalités. Le Pacman et le fantôme, globalement, ils ont un X et un Y. Alors ici, on pourrait même avoir une classe qui est une classe position qui va définir, ou un vec 2D dans lequel on aurait les opérateurs plus, moins, etc., qui serait même très important. Ici, la classe personnage factorise ces éléments-là, et puis ensuite je spécialise mon Pac-Man, je spécialise mon fantôme, parce que finalement un Pac-Man c'est un personnage comme un autre, un fantôme c'est un personnage comme un autre, mais avec des caractéristiques en plus. Donc ça, dans votre mini-projet de l'IFAP4, des fois ça peut être sympa d'avoir ça. Alors, pas mal de choses à expérimenter ici hein, dans ce cours, pas mal de choses dans lesquelles il n'y a pas de TP, il n'y a pas de TD associé. Alors si, les tests de code, ça on vous le force dans le module image, les arguments de main, non, par contre on pourrait presque les rajouter un jour dans le module image à rendre. La STL, on ne vous fait pas manipuler non plus, mais c'est tellement simple que souvent vous y arrivez tout seul. La notion d'héritage, il n'y a pas de TD, il n'y a pas de TP, c'est plus une notion que vous pourriez introduire dans votre projet qui serait même très intéressant. Et la notion de template, c'est pareil, c'est pas des choses forcément que vous allez manipuler beaucoup maintenant, mais par contre, comme elle est présente dans la STL, c'est bien de savoir que les templates existent. Même s'il y a plein de choses qui vous échappent encore dans les templates, la base est assez facile à comprendre, c'est juste retenez le compilateur réécrit du code pour vous quand vous avez du code générique. Alors, on en termine là avec le cours d'aujourd'hui sur tous ces outils. Je vais revenir un coup en arrière sur les tests, les arguments de main, la STL, la notion d'héritage de templates, qui sont un petit peu un cours pot pourri avec énormément de choses dedans. Le cours de la semaine prochaine, je sais pas si alors c'est plutôt c'est le dernier cours de l'IFAP4 qui est le cours 6 qui est sur la programmation événementielle et puis ce qu'on a appelé les librairies IHM, alors Interface Home Machine, c'est pas tout à fait le terme consacré. Le terme consacré c'est plutôt souvent GUI, Graphic User Interface, bon c'est le terme anglais. C'est un petit peu lié au cours d'IHM que vous pouvez avoir. Il y a des choses qu'on va retrouver comme la programmation événementielle, c'est-à-dire que les librairies fonctionnent en réagissant à un événement. Alors, on vous en montre pas mal. Le fil rouge un petit peu là-dedans, c'est le Pac-Man. Je vous invite fortement à aller regarder le Pac-Man. J'en discuterai un petit peu la semaine prochaine, même pas mal la semaine prochaine, parce que le Pac-Man, on a fait son design, on sait le faire fonctionner plus ou moins avec des affichages avec des cout en mode texte. L'objectif du cours de la semaine prochaine, ça va être d'en faire un affichage avec SDL2, avec Qt, alors pas avec, enfin, il y avait GTK à une époque, avec SFML, voilà, avec différentes choses. Ouais. La liste n'est pas complètement à jour, mais dans le cours de la semaine prochaine, le slide d'intro sera à jour. Voilà, on en termine pour aujourd'hui. Bon PTD sur le module image qui doit bien être en route.